J'ai 3 casquettes aujourd'hui. J'ai un cabinet de gestion de patrimoine. Je suis formateur, donc j'enseigne aux particuliers à investir, notamment sur les marchés financiers. Et j'ai une casquette de créateur de contenu avec mon média qui s'appelle Le Grand Bain, qui est un média autour de l'éducation financière. Avant de commencer à investir, pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement flou, c'est opaque, ça paraît compliqué. Donc il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas du tout se lancer dans l'investissement parce qu'elles se disent soit je mets toutes mes économies, soit je fais rien. Il y a beaucoup de gens qui restent au niveau zéro ou justement qui quittent, qui arrêtent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais en fait, le facteur numéro 1 de la réussite, c'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est la persistance. À la fin du mois, il reste rien, j'ai pas épargné. Ouais, mais parce que tu prends les choses à l'envers. La bonne méthode, c'est de commencer par épargner. Tu veux épargner 5, 10, 15, 20% de ton revenu. Et ensuite, tu vis le reste du mois avec. Je reçois des messages, que ce soit des gens de ma formation ou même des gens pas de ma formation, qui me disent merci beaucoup Charlet, grâce à toi, j'ai pris en main mes finances, je suis beaucoup plus serein pour mon avenir financier, pour ma retraite. Quand tu reçois ce genre de messages, il n'y a rien de plus satisfaisant et de plus gratifiant au monde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Just Brain avec notre cher ami Charles Elias Farah. Je me suis pas trompé sur le nom, c'est bon? Non, c'est bon. Ouais. Non, c'est parce que t'es mon client, donc ça va, j'ai l'habitude de voir ton nom ouais, mais dans tous les sens. Ça va, client sympa, tu vois, t'es content de voir le nom, j'espère. Genre. Oui. Il y a des clients, t'es pas content de voir le nom. Oui, toi en plus je t'ai pas eu pendant le début d'année, là. En janvier je t'ai pas eu parce que t'étais ouais, c'était full. Sous l'eau. J'étais au Kenya aussi. Oui, au Kenya. Sous l'eau aussi là-bas? Ouais, plus sous le soleil. C'est bien aussi. Mais du coup, tu m'as manqué un peu en janvier. Écoute, j'étais de retour. Bah attends, on a bien fini l'année, là on la recommence bien aussi. On se voit quand il faut. Ouais, mais c'est très bien. En plus, on se voit en physique, donc c'est sympa. Alors, Just Brain, les gars, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast où on parle de branding. Let's go. Et non, ce n'est pas du fromage. Il y en a qui ont fait la blague. Sérieux? Enzo Colucci, il a dit c'est un podcast où on parle de fromage. Et non. Et donc, en gros, ce podcast, il sert à démocratiser tous les éléments où on parle de communication, marketing digital, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui entendent plein de termes par-ci, par-là. Là, on vient donner du concret dans des situations bien précises avec des invités spécialistes dans leur domaine. Donc, vous allez pouvoir reprendre ces éléments pratico-pratiques pour les mettre dans votre vie professionnelle, vos projets perso, que vous soyez entrepreneur, étudiant, cadre, salarié, etc. Ça peut servir à tout le monde. Voilà. Le podcast, il est disponible en audio, toutes les plateformes confondues, celles que vous voulez, sur YouTube en vidéo. Donc, si vous kiffez le concept, c'est le moment de vous abonner. Et puis, on commence. C'est parti avec Charles Elias Farah, a.k.a. YouTuber finance, a.k.a. aussi un monstre en termes de culture sur l'économie. Et tu vas nous présenter avec tous les adjectifs que tu m'as donnés tout à l'heure en 30 secondes. Top, c'est parti. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier. J'ai 3 casquettes aujourd'hui. J'ai un cabinet de gestion de patrimoine. Je suis formateur, donc j'enseigne aux particuliers à investir, notamment sur les marchés financiers. Et j'ai une casquette de créateur de contenu avec mon média qui s'appelle Le Grand Bain, qui est un média autour de l'éducation financière et qui se décline sous plusieurs formats, vidéo YouTube, podcast, newsletter et des posts LinkedIn. Et pour la petite histoire, nous on s'est rencontrés en soirée mondaine, parisienne. C'est vrai, j'ai même oublié. Et à l'anniversaire de Flavio et Meryl. Flavio et Meryl qui sont passés sur le podcast. Si vous voulez aller voir l'épisode avec Flavio et Meryl, vous pouvez y aller dans la description. Et tu avais besoin de branding, donc on a retravaillé le logo du Grand Bain. Pas que ça, tout le branding du Grand Bain, ouais. Ouais, tout le branding. T'as kiffé? Bah ouais, complètement. Hein. On a bientôt fini là. Ouais, on a quasiment tout finalisé. Petit pimp-up, c'est vraiment comme si tu vas chez le coiffeur. Tu dis, bon là, il y a un peu de travail à faire. Tu sais pas exactement. En plus, c'est quand tu vas chez le coiffeur, mais que tu sais pas exactement ce que tu veux. Il faut que tu fasses un peu confiance au type. Il peut te dire, ouais, j'ai des idées, il peut te montrer des images, des photos. Mais après, il y a un moment, il faut se lancer, quoi. Une fois que c'est fait, c'est fait. Bien sûr, tu peux toujours un peu faire peaufiner, on va dire. Mais il faut faire confiance à la personne. Et bah, moi, je suis pour l'instant très content de ce qu'on a pu faire. Nouvelle identité, sur toutes les plateformes qu'on a pu mentionner juste avant. Donc, l'idée, c'était vraiment d'apporter une certaine touche de professionnalisme assez minimaliste
comme toi tu sais d'ailleurs bien faire, c'est pour ça que je suis aussi venu te voir, parce que je pense que ton style correspondait plutôt bien à ce que je pouvais rechercher. Et, euh, et voilà, on y est. Si les gens sont curieux, ils peuvent aller voir du coup les réseaux LinkedIn, YouTube, newsletter, podcast sur le Grand Bain. Ouais, on met tout ça en description, les gars, vous pouvez foncer dessus. Moi, je suis assez content d'avoir bossé sur ce projet-là parce que j'adore faire des rebranding et minimaliser une marque. Parce qu'en gros, pour t'expliquer, on va mettre les petites images à l'écran. Ton logo, c'était une image de la grande vague De Kanagawa. de Kanagawa. Voilà. Il y avait une symbolique. Voilà, il y avait une symbolique. Se jeter dans le grand bain, faire le grand saut, etc. Ouais. Il y avait tous ces éléments-là. En fait, rendre, on va dire, plus simple un élément de marque forte comme ça, une œuvre d'art aussi forte, c'est pas évident. Garder du coup la symbolique derrière tout en allant dans la simplicité. Et franchement, la forme que j'ai trouvée, j'en suis assez fier. Ouais, bah c'est vrai que c'était l'idée de conserver. Il y avait deux éléments dans la vague. C'était à la fois le côté. Les marchés financiers, c'est volatile. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où ça bouge beaucoup. Et quand on est un investisseur et qu'on veut se lancer dans les marchés, bah, c'est un petit peu comme un capitaine qui monte sur son bateau et qui va partir en haute mer. Et il y a des moments où il va y avoir la mer calme, plate. Puis il y a des moments où ça va être la tempête. Et donc l'idée c'est de se former, être un investisseur, devenir un investisseur compétent pour savoir naviguer dans ces vagues qui peuvent être parfois un petit peu flippantes. Ça c'est la première image. Et la deuxième image c'était l'océan, la mer. Avant de commencer à investir, pour beaucoup de personnes c'est extrêmement flou, c'est opaque. Ça paraît compliqué, on n'a pas envie de faire des bêtises. Et donc il y a beaucoup de personnes qui osent pas du tout se lancer dans l'investissement parce qu'elles se disent soit je mets toutes mes économies, soit je fais rien. Et du coup il y a beaucoup de personnes qui se mettent à ne rien faire alors que moi ce que j'explique c'est au contraire. D'ailleurs c'est aussi un petit peu le lien avec le nom de Le Grand Bain. Il faut commencer par, avant de plonger la tête la première, tremper l'orteil, puis le pied, puis la cheville, puis jusqu'au genou. Et après, progressivement, tu vas t'habituer au marché, à la volatilité, tu vas t'adapter, tu vas comprendre un peu ce milieu. Et une fois que tu es à l'aise, tu vas pouvoir te lancer dans le grand bain. Magnifique. Donc les gars, ce n'est pas juste une simple icône ou un simple dessin. Il y a une belle symbolique derrière et c'est souvent le cas pour beaucoup de logos. Donc prenez ça en note pour ceux qui ne le savaient pas. Et arrêtez de payer des freelances 5 € sur Fiverr. Ils vous feront pas quelque chose à la hauteur de vos ambitions. Et c'est difficile pour le coup parce qu'un logo, autant tu peux avoir toute la symbolique derrière, mais si elle est opaque ou si c'est on va dire caché, moi ce que j'avais peur c'était qu'en fait le logo, la première fois que tu me l'as présenté, en fait ouais tu reconnais la vague, mais faut un petit peu de lecture tout de même, tu vois, faut essayer de te rappeler qu'avant effectivement c'était une vague et en fait minimiser ou plutôt avoir un style minimaliste pour quelque chose qui peut être complexe. Je sais pas si tu vois Alex Hormozy. Tu vois le logo de acquisition.com, tu sais c'est une pyramide pour montrer le côté effet de levier et tu as les courbes de demande et d'offre. Ouais. Ça moi, je trouve genre très très smart, tu vois. Et en vrai quand tu vois le logo, franchement, je sais pas, moi, la première fois que j'ai vu le logo, je me suis jamais dit, ouais, c'est un point pour faire un effet de levier et c'est les courbes de demande et d'offre. Donc, tu vois, moi, je trouve ça difficile de faire un bon logo qui est à la fois design, qui est simple et qui arrive à tout de même retransmettre la symbolique et le fond. Ouais, après, cette symbolique, elle se trouve aussi dans la DA globale. Direction artistique, et c'est pour ça qu'on a joué nous avec des fonds et des formes un peu abstraites mais qui rappellent le côté vague, parce qu'on n'a pas réutilisé la vague du tableau d'origine. Je sais même pas si on avait le droit en fait, tu vois. Moi j'utilisais ça au calme pendant quasiment 2 ans. T'auras pas de problème à part si tu deviens une multinationale, tu vois. Et encore, maintenant qu'on est à jour et que le logo il est brandé entre guillemets, ça va, tu vois. T'auras pas de problème, non. Mais même là, t'aurais pas eu de problème, je pense pas. Je suis pas assez gros. C'est ça. C'est des soucis que tu rencontres plus tard. Mais c'est bien. Donc moi, je suis content que tu sois là parce que t'as quand même une belle vision du marché, dans le sens où, tu fais de la finance, etc., mais tu communiques beaucoup. Et je pense que tu arrives à prendre le recul sur justement cet écosystème
cette industrie qui peut être un peu biaisée ou un peu... Enfin, tu vois, quand on parle de finance, on va dire le commun des mortels, ceux qui ne sont pas formés et éduqués dans ce milieu-là, ils ont les banquiers, ils ont les banques, les assureurs, qui sont leurs références. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que déjà, il y a tout. Il y a les banques privées et publiques, tu as des assureurs plus ou moins compétents, etc. Bref. Et toi, tu es venu avec déjà un background, avec des certifications, et tu es venu vulgariser tout ça d'une manière assez, j'ai envie de te dire, très pédagogique même. Et on vient de découvrir avec une autre vision ce monde qui peut paraître justement ultra opaque, ultra chiant, bizarre et... Biaisé. Ouais, biaisé, c'est pas évident à comprendre. Enfin, tu demandes à une caissière... est-ce qu'elle investit dans des actions? Elle va te dire mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis pas trader, tu vois. Ouais, complètement. Alors qu'elle pourrait télécharger une app et hop. Et donc toi tu en parles vachement bien de tout ça. Donc ça c'est intéressant. Notamment du coup c'était grâce au Covid. Raconte-nous un petit peu cette histoire-là. Comment en fait t'as un peu explosé grâce à ça Alors moi j'étais pas encore là au Covid, hein. Franchement j'étais salarié, même pas, j'étais étudiant encore à l'époque, je terminais mes études. J'ai terminé mon Erasmus d'ailleurs pendant le confinement, donc c'était super. J'ai adoré Oslo depuis ma chambre dans le 94. Et par contre, à cette époque-là, tout le monde était cloîtré chez lui. Certains se sont intéressés, on en parlait tout à l'heure, au sport. C'est pour ça qu'on a eu l'émergence de beaucoup d'influenceurs et créateurs de contenu sport qui ont explosé parce que c'est bien, il faut prendre soin de son corps et de sa santé. Et du coup, chez toi, tu n'avais pas trop d'autres choses à faire. Et il y a d'autres personnes qui se sont intéressées à leurs finances, qui se sont dit, en fait, j'ai jamais pris le temps de faire attention, peut-être de faire un état des lieux, regarder mes dépenses, commencer à investir. Et donc, ils ont commencé à se renseigner là-dessus. Donc, tu as eu aussi une émergence à ce moment-là on va dire, d'un semblant d'envie de la part des particuliers d'éducation financière. Sauf que très rapidement, en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y a rien, en fait. Il n'y avait rien. Vraiment, au moment du Covid, comme tu le disais, quand tu voulais investir, tu te renseignais quoi? Auprès de ton banquier, auprès peut-être de gestionnaires de patrimoine traditionnels. Mais ça faisait des années que ces intermédiaires traditionnels se gavent sur les frais qu'ils imposent à leurs clients et ces intermédiaires profitent du manque d'éducation financière de leurs clients pour leur dire « Ouais, voilà, je vous mets un contrat, vous allez avoir 3% de frais dessus. » 3%, quand tu connais rien, ça peut paraître OK. Mais en fait, quand tu fais les calculs, quand tu te rends compte que 3% en moins de performance sur 10, 20, 30 ans, quand tu mets 300 € par mois de côté, et il y a quand même des gens qui mettent 300 € par mois de côté, ou même 100, ou même 50, ça fait des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'euros de manque à gagner. Tout de suite, tu te dis, en fait, 3% de frais, ça coûte cher. Et donc, quand les gens commençaient à se rendre compte de ce manque d'éducation financière et du coût de ce manque d'éducation financière, il y a eu un besoin, il y a eu une recherche vers qui je peux me tourner. Et donc là, forcément, si on sait que les intermédiaires traditionnels ne sont pas, on va dire, fiables, on va aller vers l'opposé. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas en costume-cravate, en mocassin, et qui ne va pas louer des bâtiments haussmanniens pour t'inviter et faire des déjeuners. Je vise aucune banque privée particulièrement parce qu'elles font tout ça, de toute façon. Et donc derrière, c'est quoi l'opposé de cet archétype? C'est peut-être les créateurs de contenu, dont je fais partie, et qui ne sont pas forcément biaisés par les produits, les contrats, les intermédiaires qu'ils vont proposer, qui vont préconiser. Pourquoi? Parce que moi, tu vois, à titre personnel, même si je suis conseiller en investissement et gestionnaire de patrimoine aujourd'hui, je suis indépendant dans le sens où je ne suis pas contraint. Je peux proposer tous les produits du marché, je peux proposer tous les contrats du marché et je travaille dans l'intérêt du particulier et de l'investisseur avant tout. Et donc, vu que j'ai pas de contraintes, les investisseurs particuliers se sont dit, OK, en fait, ces personnes-là qui expliquent c'est comment est-ce qu'on investit, comment est-ce qu'on épargne, comment est-ce qu'on gère son argent, ils ont commencé à comprendre des choses, à comprendre l'importance déjà d'investir. Mais en fait, je peux pas du tout compter sur le système des retraites. Mais en fait, l'inflation, je la sens vraiment là. Là, le prix du pain, de la viande, du poisson, des céréales, tout ça, je le vois vraiment. De l'énergie, des transports, des loisirs. Donc malheureusement, 2022-2023, on a eu des niveaux d'inflation records suite au Covid.
Et ça a fait prendre conscience aux gens que, waouh, le système des retraites, je peux pas compter dessus. Waouh, l'inflation est ultra présente. Ok, je dois investir. Mais comment? Et donc là, il y a eu la grande question du comment. Et c'est là où les créateurs de contenu ont apporté cette pédagogie. Moi, j'essaye d'apporter cette pédagogie mais en fait, tu vois, Arthur, si tu veux commencer à investir, t'as pas besoin de gagner 10 000 euros par mois. T'as pas besoin d'être un expert en finance. T'as besoin de bases, de fondamentaux. Et c'est ça que je partage dans mes contenus. Et moi, la question, c'est comment t'es passé de étudiant dans sa chambre après le Covid à mec, tiens, je vais faire des vidéos sur YouTube. Et en plus, ça marche, quoi. Bah, ça s'est fait déjà progressivement. Moi, j'avais commencé, après mes études, j'ai commencé dans un cabinet de conseil. Donc, j'étais consultant en stratégie pour un cabinet américain à Paris. Et bon, je passe cet épisode-là que j'ai pu raconter beaucoup de fois, mais ça m'a pas convenu pour tout un tas de raisons. L'environnement, les méthodes de travail, et puis même le sens, manque de sens plutôt, que j'avais dans mon métier. Donc, j'ai voulu trouver quelque chose qui était plus aligné avec mes valeurs et qui allait surtout avoir de l'impact. Et à titre personnel, ça faisait déjà quelques années que je m'intéressais aux finances perso et à l'investissement, mais je m'étais formé de manière complètement didactique. C'est-à-dire, je faisais mes recherches, je regardais des vidéos, j'écoutais des podcasts, je lisais des newsletters, je lisais des articles de blog. Donc je me suis formé, j'ai passé des centaines d'heures à me former. Et en fait, en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que, lien avec le Covid et ce dont je parlais juste avant, mais en fait les gens connaissent rien. Mais les gens veulent comprendre, les gens veulent connaître. Ah ouais, mais Charlie, toi tu t'y connais, comment on fait pour investir? C'est quoi un PEA? Puis, attends, il faut acheter quoi comme produit? Et donc, au début, j'explique à une personne, 2 personnes, 10 personnes. Puis d'un moment, je dis, bon, les amis, vous êtes gentils là, mais je me répète quand même. Je pense que ça pourrait servir à beaucoup de personnes là. Et en parlant avec un ami à moi, qui quelques mois plus tôt s'était lancé sur LinkedIn, à l'époque, on parle en 2022, hein, j'étais toujours salarié à ce moment-là, qui me dit, bah écoute, en fait, tout ce que tu expliques là, c'est hyper intéressant, tu devrais en parler sur LinkedIn. Bah, je le regarde, je dis, mais Julien, parce que c'est Julien Song qui fait des échecs là. Mais il est passé ici. Et ben voilà, c'est lui qui m'avait dit, écoute, en vrai, tu devrais publier sur LinkedIn. Je dis, mais écoute, Julien, moi, j'y connais rien. Enfin, LinkedIn, pour moi, à l'époque, c'était un réseau pour trouver un job et tu postais un CV et ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de créateur de contenu sur LinkedIn. Il m'a dit, si, tu devrais commencer. Donc, j'ai commencé en 2022 à faire des posts sur des conseils que je donnais déjà autour de moi. Gestion de ses finances personnelles, investissement. Et puis, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, il y a des gens finalement qui viennent en MP me demander, ouais, ça fait un moment que je lis tes posts, t'as l'air de t'y connaître, est-ce que tu peux m'aider, tu peux me conseiller? C'est là que j'ai compris en fait qu'il y a un vrai besoin et j'ai envie de professionnaliser la chose. Donc c'est à l'été 2022 où je quitte mon job de consultant et j'ouvre mon cabinet de gestion de patrimoine. Parce que je me suis dit, en fait, moi j'avais toujours fait un peu le bon élève, tu vois, j'avais pas envie d'être un énième influenceur des réseaux. Je me suis dit, si je me lance dans l'investissement, je vais le faire de manière carrée. Je vais avoir comme justement un branding, une image sérieuse et respectable. Et donc, j'ouvre un cabinet de gestion de patrimoine. Et ça marche plutôt bien, les gens viennent me voir pendant plusieurs mois. Sauf qu'en fait, assez rapidement, je me rends compte, c'est lié au besoin initial, qu'il y a des gens qui veulent déléguer la gestion de leurs investissements, qui viennent voir un gestionnaire en leur disant, écoute Charlie, t'as l'air grave de t'y connaître, j'ai envie que tu gères mes investissements pour moi. Moi, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, mais je veux investir, tu peux le faire pour moi. Ça serait de la gestion de patrimoine. Mais il y a toute une partie de la population qui venait me voir et qui me disait, écoute Charlie, ça a l'air top, là, j'ai appris plein de trucs avec ce que tu expliques, je voudrais aller plus loin, je voudrais gérer par moi-même, mais comment on fait? Tu peux m'expliquer concrètement, aller plus en détail? Et donc là, j'ai compris qu'il y avait un besoin de formation. Les gens voulaient non plus déléguer, mais gérer par eux-mêmes. Et donc c'est là que j'ai commencé à créer mon programme d'accompagnement, ma formation, pour enseigner aux particuliers à investir en autonomie. Et donc c'est là où j'ai eu en fait ces 2 piliers, le cabinet de gestion de patrimoine, la formation, et toute la partie média qui était autour, qui permettait d'alimenter finalement la partie acquisition de ces 2 activités. Donc au début, c'était juste, je faisais des posts LinkedIn. Après, j'ai lancé le podcast. Et après, j'ai lancé la newsletter. Et après, j'ai lancé les vidéos YouTube. Et tout s'est fait très, très progressivement. Après, je me suis fait repérer. J'ai été contacté par BFM. J'ai été invité sur BFM. J'ai commencé à travailler avec Trade Republic. On pourra en reparler, mais qui, eux, ont aussi cette mission de démocratiser l'éducation financière. Donc, en fait, progressivement, à force de créer du contenu et à force d'apporter de la valeur, c'est ça le numéro 1 quand même, tu te fais repérer, tu es invité dans des podcasts comme celui-ci ou dans d'autres. Et donc, ça te permet d'avoir une certaine visibilité aussi. Et à force, tu affines ton message, ta position, tu deviens une figure de référence dans ton secteur. Et c'est comme ça. Ça, c'est la recette magique.
Je pense que c'est un peu dans n'importe quel corps de métier. Et c'est ce que je dis quand on me pose des questions à mon humble échelle. Hein. Je suis pas encore à ton level. Mais poste, quoi. Poste. Affine. Et puis, tu vas voir, ça va finir par y arriver, tu vois. Et les gens sont pas plus... on n'est pas plus intelligents qu'un autre, quoi. T'as l'énorme syndrome de l'imposteur, où tu te dis, non, mais quelle légitimité j'ai à parler de ça, surtout pour des sujets aussi techniques et importants que l'argent. Tu vois, mais c'est qui ce mec pour me dire comment investir mon argent? Au début, quand j'ai commencé à publier, j'étais ni conseiller en investissement, j'étais pas gestionnaire de patrimoine, j'étais rien du tout. Aujourd'hui, je suis membre de la Chambre nationale des conseillers experts financiers, je suis certifié par l'autorité des marchés financiers, mais tout ça, ça s'est fait progressivement. J'ai pas attendu d'avoir toutes ces certifications pour commencer à publier. Mais c'est sûr. C'est sûr. Après, et puis, heureusement, il y a plein d'autres métiers où tu n'as pas besoin de certification pour publier. Complètement. Mais c'est tu vois, il y a des gens qui ont besoin de ça pour se rassurer, mais en fait, la permission, sans permission, la permission, c'est pas quelqu'un qui te la donne, c'est à toi d'aller la chercher. Mais, ok. Mais c'est pas un peu, comment dire, un petit peu, c'est pas facile de parler d'argent en France. Ouais. Et donc toi, tu t'es dit quand même, bon élève, école de commerce, cabinet de conseil, je vais parler de thunes sur LinkedIn. Ouais, mais en fait, c'est pas que j'avais pas peur. Bien sûr que t'as peur. Surtout quand, comme tu dis, tu viens d'un parcours plutôt classique, tradi, et entre guillemets, ce que les gens qualifieraient de voie royale. Tu vois, j'étais bon élève au lycée. On m'a dit va en classe préparatoire. Je fais une classe préparatoire. On me dit ouais, va en école de commerce, grande école de commerce en plus. Après l'école de commerce, t'es bon. Ah bah va en cabinet de conseil en stratégie. Donc tout ça, j'ai toujours suivi un peu sur des rails. Et derrière, commencer à publier sur LinkedIn en étant entre guillemets nobody, ah bah ouais, bien sûr que je mets potentiellement de côté, tu vois, un statut, parce qu'il faut pas le négliger. Hein. Quand tu commences dans la vie professionnelle, tu cherches bien sûr de l'argent, mais tu cherches aussi un statut, une certaine reconnaissance de la part de tes pairs. Quel statut tu as quand tu es un nobody qui publie sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y en a beaucoup, et malheureusement, il y a beaucoup de clowns. Donc en fait, quand tu démarres, bah, t'es juste un clown parmi d'autres. Ouais, t'es un peu un clown. Ouais. Donc c'est à toi de sortir de ce statut, de sortir de la masse, en apportant de la valeur, en étant plus régulier que les autres, et en tenant surtout sur le long terme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent au niveau zéro, ou justement qui quittent, qui arrêtent au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais en fait, le facteur numéro 1 de la réussite, c'est pas l'intelligence, c'est pas la chance, c'est la persistance. Les gens qui ont réussi aujourd'hui, c'est juste des gens qui n'ont jamais abandonné. Bon bah voilà, nickel, c'est la fin de ce podcast, on a vu tout ce qu'il fallait voir. Hein. Publiez les gars, hein, c'est bon. Hein. Et actu, bon, même si le podcast sort dans plusieurs mois, parlons un peu d'actualité. Est-ce que tu as une actualité pépite à nous sortir? Pépite, je sais pas, mais en tout cas, tu vois, là j'en parlais plus tôt. Moi, je travaille pas mal avec Trade Republic, okay, qui est un courtier qui propose une application pour investir, etc. Et en ce moment, c'est un peu la guéguerre pour le PEA. Je sais pas si tu vois ce que c'est le PEA. Ouais, je vois très bien. Donc, c'est l'enveloppe pour investir en bourse, etc. Du coup, Trade Republic a sorti son PEA. Il y a un concurrent qui s'appelle Shares qui a aussi sorti son PEA. Il y a Finari, tu connais peut-être, de Mounir Lagoon. Pareil, ils disent qu'ils vont sortir leur PEA et leur assurance vie. Donc là, maintenant, c'est un peu... autant il y a peut-être 3 ans, bah, en fait, c'était un peu l'émergence de ces créateurs de contenu et de cette image, de ce branding autour de finances perso. Maintenant, en fait, tout le monde sort son livre, tout le monde sort son assurance vie, tout le monde sort son PEA, tout le monde sort son compte titre. Je pense que on arrive à c'est pas une saturation de marché parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui s'y intéressent pas à tort à ce sujet, mais aujourd'hui, je pense que ça devient de plus en plus difficile de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais. Il y a une boulimie d'informations. Ça, c'est le gros problème actuellement. L'actualité, c'est les gens, quand tu leur demandes « Alors, t'investis ?» Ils disent « Ah ben non, je sais pas. » Pas parce qu'il n'y a pas l'information, parce qu'il y a trop d'informations. Ouais, j'avoue, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais du coup, il faut développer des médias qui sont de confiance comme le tien, quoi. Et là, Mais même quand tu en développes un, comment derrière les gens qui s'y connaissent pas assez font pour savoir si c'est un média de confiance? Alors moi j'en avais parlé dans un épisode de podcast avec Nicolas Chéron, qui est aussi un créateur de contenu autour de l'investissement en France. Et en fait, il a eu une remarque pertinente. Les bons
bons dans le sens qui fournissent des conseils de qualité, ils traînent ensemble. Et c'est con, hein, mais ils font des podcasts ensemble, tu les vois dans les événements, ils font des collaborations, et c'est comme ça que tu les retrouves en fait. Les mauvais, pour pas dire les influenceurs Dubaï et compagnie, en fait ils font des vidéos ensemble, ils font des podcasts ensemble. Et puis les autres, les plus sérieux, ils font des vidéos ensemble, et ils font des podcasts ensemble, et ils promeuvent les mêmes contrats, les mêmes produits. Donc finalement, assez rapidement, soit tu rentres dans un écosystème et dans lequel malheureusement certains vont rester en se disant ouais, investissement crypto, je sais pas quoi, trading, NFT, etc. Et en fait, t'es un peu comment dire, brainwash par tout cet écosystème en disant ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Soit tu rentres par la voie un petit peu plus Chiante. pas plus chiante, mais plus traditionnelle, en tout cas un peu plus respectable, non, l'investissement long terme, ça se fait, tu vois, de manière diversifiée, tu vas pas devenir riche du jour au lendemain, mais c'est simple, hein, l'investissement, soit tu t'enrichis lentement, soit tu t'appauvris très rapidement. Oui, puis on sait où il y a les scams et où il y en a un peu moins. Tu sais ou tu sais pas quoi. Malheureusement, pour distinguer, il faut avoir une certaine éducation financière. Et il y a beaucoup de gens qui viennent encore me voir en me disant ouais, j'ai vu telle opportunité, c'est un rendement, il propose un rendement à 25%, qu'est-ce que t'en penses, j'hésite à me lancer. Je dis mais c'est quoi, vas-y. Hein. Est-ce que t'as conscience de ce qu'est un rendement, on va dire, normal? Et en fait, les gens n'ont pas les ordres de grandeur. Ce qui manque aux personnes pour avoir un regard pertinent sur la qualité d'un investissement, c'est des ordres de grandeur. C'est pas d'être expert en finance. C'est la culture. Si déjà tu as conscience qu'aujourd'hui, ok, c'est quoi le livret A, le rendement du livret A? C'est 2,4%. Okay. Donc le livret A, c'est net d'impôts, c'est garanti, d'accord? C'est 2,4%. Donc tu as cette baseline en tête de, ok, tout ce qui va être au-dessus de 2,4%, par essence, par définition, c'est quelque chose qui ne peut pas être garanti, d'accord? C'est quelque chose qui va présenter du risque. Et plus tu vas t'éloigner de ce 2,4%, plus tu vas être risqué. L'immobilier, donc les gens imaginent bien ce qu'est l'immobilier, avec les galères que ça peut apporter, les travaux, les locataires, les sinistres, les gens qui ne payent pas, c'est 5% de rendement en moyenne. Okay, la bourse, c'est encore un peu plus risqué. Les gens ils disent waouh, ouais, les actions, c'est volatile, trading, tout ça, waouh, c'est compliqué. La bourse, en long terme, c'est une performance moyenne depuis maintenant 200 ans, hein, c'est autour des 8%. Même 10. La bourse, ça c'est la bourse américaine. Moi je te parle vraiment de la bourse mondiale, très 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 large et très diversifiée. C'est autour des 8%. Donc maintenant, tu as ton échelle de grandeur. Tu sais que 2,4%, c'est garanti, c'est le livret A, c'est tranquille. Et puis tu as la bourse, quelque chose qui est quand même relativement risqué, c'est 8%. Maintenant que tu as ça, quand on vient de voir et qu'on te dit ouais, moi j'ai un rendement garanti à 25%, ou même à 20%, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, mais attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Une couille dans le pâté, les gars. Exactement. Sauf que si les gens n'ont pas cet ordre de grandeur, cette échelle, ils vont se dire, ouais, 25%, je sais pas, ouais, ça a l'air bien. Et donc, c'est ça qui manque aux gens. Si jamais ils les avaient, c'est ces fondamentaux-là. Derrière, les gens géreraient mieux leur argent, ils épargneraient plus, ils investiraient plus, et le système des retraites serait moins dans la merde. Alors, comment on fait alors pour régler ce problème? On se forme un minimum, ça ne veut pas dire que tu dois devenir conseiller en investissement, c'est-à-dire que tu dois avoir des fondamentaux comme ceux dont je viens de parler. Vous allez sur la chaîne YouTube de Charles Elias. Déjà. Vous abonner. YouTube, sur la newsletter, le podcast, vrai, chacun trouve son format, je trouve, midi à sa porte. Hein. Mais il y a des fondamentaux à avoir, genre ok, je dois épargner une petite partie de mes revenus, 10%, 15%, 20% pour certains, la fameuse règle 50-30-20. Tu vois, 50% de tes revenus vont pour les dépenses obligatoires, 30% pour des dépenses plaisir et 20% pour de l'épargne. Si tu mets ça déjà en place, ah ouais, mais moi, à la fin du mois, il reste rien, j'ai pas épargné. Ouais, mais parce que tu prends les choses à l'envers. La bonne méthode, c'est de commencer par épargner. Tu veux épargner 5, 10, 15, 20% de ton revenu. Et ensuite, tu vis le reste du mois avec. Ça, c'est la meilleure façon d'assurer ton épargne mensuelle. Une fois que tu commences à épargner, là, tu constitues ton épargne de précaution. 3 à 6 mois de tes dépenses mensuelles. Ah, mais je sais pas. Petit matelas. Je sais pas combien je dépense chaque mois. Première étape également. Tu commences par suivre tes dépenses. Tu ne peux maîtriser que ce que tu peux mesurer. Si tu ne sais pas combien tu dépenses chaque mois, tu peux pas constituer une épargne de précaution pertinente. Putain, j'allais te la sortir.
Voilà. T'as Donc, regardé plus de podcasts que moi, toi. T'es plus rapide. eh ben, exactement. Mais elle est vachement bien, cette l'équilibre. phrase-là. Bah oui. Moi, je le vois, mais même pour tout, hein, pas forcément qu'en Ouais. finance. Hein. Ouais. Tu veux perdre du poids, pèse-toi tous les matins. Façon la plus simple de faire perdre du poids à quelqu'un, de le faire se peser. Rien d'autre, rien d'autre. Mais juste ça, naturellement, psychologiquement, tu veux faire mieux gérer ses finances perso à quelqu'un, fais-le regarder ses comptes. Ah putain. Combien de personnes qui viennent me voir et qui me disent ah ouais moi je suis stressé par rapport à mon avenir financier, j'épargne pas, etc. Je sais pas comment faire. Tu regardes tes comptes? Ah non, jamais. Elle commence par arrêter de lâcher 100 balles en boîte tous les samedis soirs. Commence par ouvrir tes comptes. Avant de dire de te priver sur quoi que ce soit, ouvre tes comptes et regarde dans quoi ta thune elle part. Et ensuite on parle. C'est la première étape. Putain, t'es un vrai pro de l'éducation financière. C'est mon métier. Je devrais peut-être en faire mon métier. Ouais, c'est intéressant. Et donc, là, aujourd'hui, tu as développé cette communauté. C'est quoi les objectifs un petit peu futurs là, pour le Grand Bain? Bah, l'objectif, c'est de continuer à faire du Grand Bain un média de référence autour de l'éducation financière. Moi, j'approche mon activité professionnelle à la fois en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que créateur de contenu, pas pour le côté influence, mais parce que moi, je suis un créatif. J'aime la partie création pure de mon métier, la partie pédagogie, expliquer des choses avec des mots, mais peut-être aussi avec des schémas, avec des tableaux, avec des graphiques. Ça, c'est quelque chose que je peux faire sur YouTube. Je pourrais pas trop le faire sur LinkedIn. Tu vois, LinkedIn, tu écris un post, à la limite, tu peux faire une illustration, mais moi, je suis une quiche en dessin ou quoi que ce soit, donc j'étais pas bon là-dessus. C'était un peu voilà, contraignant. Le Grand Bain, maintenant, c'est en vidéo, c'est en audio, c'est en newsletter. Et l'idée, c'est de renforcer, on va dire, le contenu, faire plus de contenu. Là, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines. Maintenant, je vais faire une vidéo par semaine. C'était de redéfinir précisément le branding pour que les gens comprennent, OK, c'est un conseiller en investissement et il y a un cabinet de gestion de patrimoine, mais c'est aussi et surtout un programme d'accompagnement, c'est une formation. Et donc là, j'ai commencé à aller sur BFM aussi. Je suis invité sur BFM en tant que coach expert, ils appellent ça. Genre, régulièrement, tu y vas? Du coup, ouais, j'y suis déjà allé là, c'était quoi, fin décembre, et là j'y retourne dans quelques semaines. Ok. Peut-être que je serai déjà repassé quand ce podcast sortira, je sais pas. Donc ouais, et l'idée c'est de commencer à, on va dire, mettre ça de manière fréquente, enfin avoir avec une fréquence fixe, parce que les médias traditionnels, type la télévision et la radio, c'est des médias que j'aborde pas du tout à travers les réseaux sociaux. Et vu que ma mission, ça reste de démocratiser l'éducation financière au plus grand nombre, il y a des personnes qui sont sur les réseaux, il y a des personnes qui sont à la télé et sur à la radio. Donc ça me permet de toucher plus de personnes. Donc l'idée, c'est vraiment de faire du Grand Bain un média, mais même, j'ai envie de dire d'aller plus loin, c'est une école pour l'éducation financière, avec la partie investissement, et pourquoi pas demain avec la partie entrepreneuriat. Ok. Ouais, ça c'est intéressant. Et surtout, le fait d'aller sur BFM, ça va te glow up ta marque personnelle de fou, quoi. Ouais, franchement, j'ai vu les retombées la première fois où je suis venu, hein, où j'ai eu mes commerciaux qui ont pu me dire ah ouais, il y a des gens qui nous ont dit qu'ils avaient vu sur BFM. Donc ouais, il y a un vrai côté crédibilité, notoriété que tu peux pas ou beaucoup plus difficilement avoir avec les réseaux sociaux. Ouais, je me rappelle parce que pour l'anecdote, quand on s'est rencontrés, tu m'as dit Arthur, dans 3 semaines, je passe sur BFM, tu peux me pondre un branding entre les deux? Tu peux me pondre un site? Ouais, exactement. Et tu l'as pondu, hein? Eh ben, je l'ai pondu, ouais, écoute. Ça va, tu le trouves joli? Il est tout beau, tout propre? Bah ouais, il est canon. C'est vrai que je le promeux pas assez parce que justement, je suis pas habitué à avoir un site. C'est quand t'es né, entre guillemets, dans les réseaux sociaux, derrière, en fait, ton site, c'est ton profil LinkedIn, c'est peut-être ton profil Instagram. Mais t'as moins ce réflexe de rediriger vers le site, alors qu'un site, ça peut être un hub, finalement, central, vers différentes pages. Mais pour les personnes un petit peu plus old school, plus traditionnelles, ceux qui me découvrent sur BFM, à la télé, à la radio, ils vont peut-être préférer aller voir effectivement un site internet. Et donc ça renforce le branding, le côté notoriété. Et ah ouais, c'est pas juste un mec des réseaux sociaux, c'est carré ce qu'il a. Il y a une structure et tout. Et ça, les gens sous-estiment beaucoup le site parce qu'il y a des gens qui arrivent à réussir sans site. Mais j'ai mis pendant 2 ans et ça s'est très bien passé. Et je pense que j'aurais continué à bien marcher sans site. Tu vois, les gens qui me demandent, ça n'a pas du tout besoin de site pour démarrer. Hein. C'est ça. T'as pas besoin de site, mais mais c'est que ça reste game changer d'en avoir un, quoi. Ça, faut pas l'oublier. C'est arrivé à un moment, ça devient pas obligatoire, mais on va dire ça renforce vraiment la brand.
très clairement. Oui, et puis tu peux attaquer, comme tu l'as dit, une autre clientèle, on va dire, de nouveaux prospects que tu n'as pas accès sur les réseaux sociaux. Parce que là, justement, BFM, les gens, ils vont pas forcément avoir le réflexe d'aller chercher sur LinkedIn. Ils vont rechercher sur Google. Même maintenant, ChatGPT se base sur les recherches Google. Donc, si tu fais ta recherche avec ChatGPT, Après, Google va trouver tes réseaux sociaux aussi, tu vois. Donc, si on tape Charles Elias sur Google, même si j'avais pas de site, oui. ça allait rediriger vers mon LinkedIn, mon YouTube, ma newsletter. Oui, bien sûr. Mais je crois que les gens préfèrent encore le site. Ouais, c'est une vraie question. Je pense que ça dépend vraiment de la cible. Et moi, dans l'investissement, j'ai des personnes plus âgées. Donc, forcément, c'est pertinent. Ça rassure, ouais. Ça rassure. Tu sais que là, il y a une nouveau type de SEO, de référencement naturel, avec ChatGPT. C'est-à-dire, tu fais toi-même ton SEO avec ChatGPT, non ? Ou c'est quoi ? Non, c'est que maintenant, ChatGPT, il te donne ses sources. Ouais. Et en fait, avant, tu avais le référencement Google, où quand tu fais une recherche Google, ton site il tombait en haut. Ouais. Maintenant, tu peux faire du SEO pour ChatGPT. Quand ChatGPT il cherche une data, et ben, même si tu es en dessous sur Google, tu peux remonter plus tôt sur ChatGPT. Comment ça marche ça ? Parce que genre c'est quoi ? Comment tu trouves les mots clés que ChatGPT recherche ? C'est pas les mêmes que Google du coup ? Bah, c'est pas les mêmes que Google, parce que c'est pas le même robot. Parce que ChatGPT, c'est surtout sur la partie deep research. Ouais. Mais ChatGPT, c'est quoi le deep research ? C'est en gros un agent IA que tu peux avoir accès si tu payes la version à 200 balles par mois. Ah ouais, ok. Et en gros, il fait des recherches sur les sites en live. Et c'est pas déjà le cas Non. Parce que moi j'ai vu que en fait, le dataset de ChatGPT, je sais pas, le 4, il s'est arrêté en 2023, je crois. Ouais. Mais du coup, les nouvelles versions O1, O3 et compagnie, elles se mettent à jour, mais elles sont pas en live. c'est pas du live. Alors que y a d'autres agents IA, enfin, pas ChatGPT, mais c'est lesquels ? C'est pas Mistral ou peut-être DeepSeek ou je sais plus. DeepSeek, ouais. Eux, ils cherchent en live ? Ouais, ils le font en live. Ils font comme Deep Research. Ok. Mais en moins cher. Mais c'est pas OpenAI. Mais en gros, ouais, il te fait ça, il te fait la recherche en ligne et puis il te fait des études de marché. C'est-à-dire qu'il va comparer tous les sites qu'il trouve pertinents. Moi, j'ai la version à 20 balles par mois, je t'avoue. Je me rends pas compte à quel point c'est pertinent. Je pense que c'est pour des grosses boîtes. Mais encore, hein, franchement, si jamais il peut te sortir j'exagère, un script de vidéo YouTube, tu vois, ultra poussé, moi, j'ai pas de problème à payer 200 balles par mois. Hein. Bah, moi, je les paye. Ah ouais, tu les payes ? Ouais. Et alors, tu vois quel diff avec la version à 20 balles ? Bah, il te sort des documents de 20 pages, quoi. Genre, et t'as fait la même demande sur la version normale pour voir un peu la différence ? Oui, il te fait. La version normale, il te parle, en fait. Alors que là, il peut te sortir un... Là, il me fait une étude de marché. Mais genre, étude de marché de ouf. Avec les actualités, de ce qui s'est passé dans la journée, de ce qui se passe sur Twitter, de ce qui se passe sur Wikipédia, les machins. Tu vois, et en fait, moi qui fais des études de marché pour mes clients, mais tu te rends pas compte le nombre d'heures que je gagne. Et ça, c'est en heures. C'est en dizaines d'heures. Ah ouais ? Regarde. Ah là, tu me fais. Ouais, vas-y. Je te montre après le podcast. Arrête l'épisode. Je vais aller acheter la version là. Je te montre. Regarde, tu veux. Je te montrerai après. Mais en gros, j'ai un client qui monte un concept de terrain de paddle, de club de paddle et restaurant. J'en ai parlé, je crois. Ok, ouais. Peut-être pas. Il voulait faire l'étude de marché pour des questions de comment on met en avant le truc, comment on communique en fait. Ouais. Bah, t'as deux solutions. C'est soit tu regardes en fait tes concurrents un à un, c'est de les trouver. Tu les cherches par mots-clés sur Google, sur Instagram et tout. Bref, donc faut les trouver. Bien sûr. Ouais. Faut regarder comment ils communiquent. Ouais. Quand ils communiquent, pourquoi, avec qui, etc. Et ça, du coup, tu peux le faire. Tu peux lui demander directement. Tu lui dis, fais-moi une étude de marché sur tel thème. Donc moi je lui dis fais-moi une étude de marché et explique-moi comment est-ce que c'est les clubs un peu élites tu vois de sport font. Donc regarde des clubs de golf, des clubs business, des clubs de tennis, de paddle, etc. un peu haut de gamme, etc. Bref, tu fais un prompt un peu solide, tu vois. Et c'est ChatGPT qui me l'écrit le prompt. Ok, donc tu lui demandes d'écrire le prompt du coup. Voilà, et après tu balances le prompt dans Deep Research. Ouais. Et là, il te dit, ok, bon, j'ai trouvé tel club qui fait machin, tel club business, qui a fait tel événement à telle date.
qui a invité telle célébrité, machin, etc. Bam, il te donne des exemples ultra concrets. Mhm. Il te dit, alors eux, pour atteindre leur notoriété actuelle, ils ont créé X événements pendant 3 ans avec à chaque fois un invité de valeur, etc. Bref, et ils ont gagné cette notoriété et tout. Ils acceptent pas les gens qui gagnent moins, etc. Bref, je te donne des exemples rapidos, mais et ouais, t'as 20 pages de ça. Et t'as toutes les sources qui sont citées. Donc, tu peux aller. Creuser le truc. Voilà, tu peux. Et donc, c'est super intéressant parce que tu dis, ok, bon, là, j'ai 20 idées d'événements que je peux créer avec mon club de paddle Ouais. pour développer la brand de ce club. Ouais, solide, solide. Moi, je le vois, là, du coup, ça me donne envie de tester pour la partie rédaction de script sur YouTube, tu vois. Genre, je sais pas, là, typiquement, je sais pas si t'avais trop suivi, il y a eu toute une histoire récemment avec le président argentin, là, Javier Milei, sur une crypto qu'il avait promue, et en fait, elle s'est cassée la gueule, et du coup, il y a plein de gens qui disent, ouais, le mec, il s'est fait de la thune en promouvant une crypto. Enfin bref, toute une histoire. Et en fait, c'était bouillant, tu vois. C'était là, le sujet d'actualité, c'était il y a quelques jours. Opérationnellement, pour moi, aujourd'hui, c'est impossible de sortir un script vidéo et de l'envoyer au montage, et de le faire monter, et de publier les vidéos, genre, je sais pas, en 3 jours. Là, genre... Il te le fait. Ouais. Mais genre clean de fou. Du coup, je me dis, l'info, elle sort aujourd'hui. Tu sors le script en même pas 24 heures, et tu l'envoies au montage, et 3 jours après, ça peut être publié, tu vois. Bah, moi, il m'écrit mes podcasts. Alors, il m'écrit les podcasts. C'est-à-dire qu'il m'écrit le podcast. Je te donne un exemple, je te le montre vite fait. Je lui ai expliqué le podcast. Alors, c'est pas l'épisode avec toi, ça, c'est un épisode avec une personne. C'est parce qu'en gros, mon premier invité, c'était avec Fabien qui a une marque de montre de luxe. Ok. Et en gros, je lui ai demandé, je lui ai décrit, putain, ça s'arrête jamais. Voilà, je lui ai dit, vas-y, je veux parler de ça, donc parle-moi d'actualité, parle-moi de marque, etc. Et donc voilà, actualité, stratégie, branding. Donc on veut parler de branding dans le monde du luxe, de l'horlogerie, etc. Il m'a sorti ça. Pouf. Ah, mais derrière, après, faut lui demander, vas-y, sois synthétique. Oui, après, je lui ai demandé un résumé. Donc là, c'est genre toutes les infos qu'il a trouvées quoi, sur Voilà. Internet. Et je lui ai dit, ok, nickel, fais-moi un résumé. Et voilà, je lui ai dit, hop, bullet point là, toc. Et voilà, je fais ça. Et puis Bah après, écoute, tu peux aller plus loin. Donc oui, si tu veux faire une vidéo YouTube en 2 jours même, Ouais, ça doit pouvoir tu peux le faire. Ouais, complètement. En tout cas, au moins sur la partie recherche, tu vois. Oui. Pas forcément sur la partie formulation, Non, mais sur la partie recherche, ouais. il te faut des bullet points. De toute façon, toi, ce que tu as besoin, c'est des datas. Ouais, des datas, des infos, de l'actu, ouais, très clairement, très clairement. Tu as besoin de savoir les dates, les heures, les noms, etc., les sites, les sources. Et ça, il te le sort, quoi. Et puis après, il te fait des bullet points. Toi, tu lis ton truc. En 10 minutes, tu as appris le sujet, vu que tu étais tenu au courant. Bam, tu fais ta vidéo. Hop, monteur. Et voilà, en 3 jours, tu as ta vidéo. Ouais, ok. Bah écoute, il y a moyen que je teste ça. Même pour 1 mois, tu vois. Genre, je le prends 1 mois, Ouais, je teste. Ce que je fais là pendant 1 mois, je teste, je le pousse un peu. T'as bien raison. Ok, stylé. Donc, c'est quoi? J'ai fait ça pour une vidéo YouTube ou pas? Non, mais je vais le faire. Je vais faire une vidéo YouTube qui explique pourquoi est-ce que ce micro peut te rendre riche. Lequel? Le Shure en particulier? Ouais. Pourquoi est-ce que ce micro-là peut te rendre riche? Parce que c'est le micro le plus utilisé dans les podcasts. Notamment, ouais. Et que du coup, je sais pas, ça fait pro. En fait, je te fais le résumé de la vidéo en 2 secondes. Ce micro-là, c'est un élément de brand qui est utilisé dans tous les podcasts, dans les radios aussi. C'est un Shure M77B. C'est B, hein? C'est le M77 ou MV7? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celui-là. Et en fait, c'est devenu un élément de branding où déjà il est beau, c'est agréable de l'avoir en studio. Et quand tu as un micro comme ça, tu es tout de suite associé à un influenceur qui raconte la vérité. Ouais, et encore, je suis plus ou moins d'accord parce que maintenant, tu as tous les. Je sais plus comment on appelle ça, mais les gars qui se filment, ils font genre qu'il y a quelqu'un en face, alors qu'en fait, c'est juste. Les fausses interviews. Les fausses interviews. Et souvent, il peut y avoir ce micro-là. Alors parfois, c'est un micro-cravate, mais parfois, c'est avec un micro comme celui-ci. Et donc, maintenant, ça a un peu décrédibilisé, tu vois, on va dire le côté matériel. Bien sûr, c'est mieux, même au niveau auditif, qualité sonore, hein, d'avoir ce type de micro-là, parce que de toute façon l'audio c'est le numéro 1 même dans une vidéo, c'est le plus important. Mais tu vois, d'un point de vue image, maintenant j'ai l'impression qu'il y a tellement tout le monde qui est là que c'est moins un élément distinctif qu'avant. Mais justement, c'est pas distinctif, c'est la preuve que déjà il coûte cher. Ouais.
Bah écoute, 400, Ouais, 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 400 ouais. balles, Ouais, 400, ouais, 500 ouais. balles, faut les mettre déjà. Et donc c'est la preuve que tu peux taper un micro à 500 balles. Donc c'est la preuve que tu es successful. Oh, bon, Ouais, t'inquiète, ouais, je te ferai j'entends. Tu sais quoi, je t'enverrai la vidéo et tu Ouais, me diras ouais, ce que ouais. t'en penses. Non, mais en fait, je dis ça en mode comme si j'étais pas d'accord, mais je suis le premier à avoir un studio YouTube, tu vois, où j'ai mis des LED et genre, tu vois, Et t'as un Shure. et j'ai un. Ouais, c'est un Shure Ouais, que. Ouais, ouais, c'est ouais. pas celui-là que t'as, mais t'as un Shure. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. J'ai un Shure. Donc, oui, je suis le premier, tu vois, à dire, bah, effectivement, avoir un setup quali, déjà, c'est agréable. Genre, Ouais. tu vois, quand c'est quelque chose avec lequel tu passes beaucoup de temps, tu as envie que ce soit quali. Et puis derrière, bah, ça donne aussi une image pour les gens, se disent, ah ouais, ok, c'est professionnel. Donc, ça améliore la crédibilité. C'est sûr. Donc voilà. Mais en tout cas, je recommande en vrai 200 balles. Bah, c'est un petit budget, mais franchement, c'est le taf qu'un alternant ou tu vois, un stagiaire ou je sais pas quoi pourrait faire et ça te coûterait beaucoup plus cher que 200 balles. Donc. Et c'est beaucoup plus rapide aussi. Oui, et puis ça améliore et tout, mais genre, ça m'a même pas fait mal de payer 200 balles. Ouais. Alors que 200 balles pour autre chose, j'ai mal un peu, tu vois. Bah, Bon, surtout que c'est abonnement parce que c'est pas 200 balles genre 200 one balles shot, par mois. c'est par mois donc c'est un budget tu vois sur Mm. l'année. Genre faut les sortir. Mais 2004. bon, 2004, ouais. ouais ouais mais franchement si jamais ça te fait gagner quoi, allez, même 10 heures, 15 heures par mois, c'est énorme. C'est énorme. Oui, puis tu le donnes à tes associés, à tes salariés. Ouais. Même 10 heures par mois, tu vois. Genre est-ce que tu valorises ton temps à plus de 20 € de l'heure? Je te le souhaite. Oui, Et donc c'est bon. je suis à 200 € de l'heure. Voilà. Donc Moi, c'est bon. donc si jamais ça te fait gagner 1 heure, t'as rentabilisé. C'est rentable. Donc ouais, bon, donc voilà, les gars, achetez ChatGPT. Que pour les gens qui en ont besoin, bien sûr. Mais ok, trop cool. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dangereux où les scams et les arnaques dans la finance se multiplient. Mhm. Comment on fait pour lutter contre ça? Et comment on fait aussi pour pas être décrédibilisé quand on arrive dans cette atmosphère, univers rempli de problèmes? C'est deux sujets. Tu as le sujet des gens qui regardent, comment on fait pour ne pas se faire avoir, et tu as le sujet des créateurs, comment je fais pour me distinguer et ne pas être noyé dans la masse des scammers. Pour les particuliers qui regardent, le numéro 1, ça va être de se former et de déjà croiser ses sources, enfin croiser ses sources d'informations. La pire chose que peut faire quelqu'un, c'est un particulier qui commence à s'intéresser à ce sujet, regarder une vidéo ou lire un article ou écouter un podcast et ensuite se lancer. Parce que malheureusement, tu as presque autant de bons que de mauvais contenus. Donc du coup, c'est une chance sur deux d'écouter des gens qui racontent des bêtises. Au mieux, tu vas pas gagner d'argent. Au pire, tu vas beaucoup en perdre. Mais du coup, comment on fait pour faire du bon contenu? Bah, ça, du coup, c'est l'autre côté Ouais. de l'équation. Donc, pour terminer sur ceux qui se forment, on croise des informations, on va s'enseigner sur plusieurs sources. Et l'être humain, pour le coup, est pas trop mauvais d'un point de vue psychologique à se rendre compte quand la personne en face, bah, elle a pas l'air d'agir vraiment dans mon intérêt. C'est pour ça que quand tu es en face d'un banquier qui est plus un commercial que conseiller, bah, y a quelque chose qui te dérange, tu vois. Parce que tu sens, naturellement, l'être humain, il est plutôt bon pour sentir quand la personne en face se fout de ta gueule. Donc, tu croises les sources et surtout, tu essaies de vérifier les accréditations. Est-ce que le mec en face, on en parlait tout à l'heure, c'est un clown dans sa chambre? Ou est-ce que c'est un conseiller en investissement financier? Est-ce qu'il est certifié par l'autorité du marché financier? Est-ce qu'il est inscrit à l'ORIAS? L'ORIAS, ça ne parle pas au grand public, pourtant c'est l'organisme certifiant tous les conseillers en investissement en France. Et donc si la personne n'est pas inscrite à l'ORIAS, bah, elle n'est pas vraiment conseiller en investissement, tu vois. Tout le monde, toi, tu peux demain faire une vidéo et dire ouais, je suis conseiller en investissement, mais comment on fait pour vérifier si c'est vrai? Bah, tu regardes si la personne elle est enregistrée à l'ORIAS. ORIAS, c'est ORIAS. Tous les conseillers en investissement, ils ont un numéro ORIAS. Tu peux demander numéro ORIAS, tu peux rechercher le nom de la personne sur Google et taper ORIAS à côté, et tu vois s'il y a des informations qui ressortent là-dessus. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut vérifier quand tu écoutes quelqu'un parler d'investissement sur Internet. Première chose. De l'autre côté créateur, comment je fais pour sortir? Bah déjà, ça rejoint le premier élément. Est-ce que je suis certifié? Est-ce que je suis je suis un conseiller en investissement? Est-ce que j'ai des accréditations? Et ensuite, il faut être réaliste. L'investissement intelligent, j'ai pas envie de dire que c'est chiant, mais c'est pas le plus stimulant. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en investissement, soit tu t'enrichis lentement, soit tu t'appauvris rapidement. Et donc, si jamais la personne que tu écoutes, elle est en train de te faire des promesses de gains rapides, court terme, soit c'est quelque chose de très risqué, soit c'est carrément de l'arnaque.
Les personnes qui vont t'expliquer comment investir sur le long terme, de manière diversifiée, en minimisant les risques, bah, il y a plus de chances que ce soit quelqu'un de responsable et de sérieux, et de confiance surtout. Et donc à toi, quand tu crées du contenu, bah, de te mettre du bon côté de la plateforme, enfin, en tout cas de la barrière. Et de dire bah, concrètement, moi je suis dans une démarche de pédagogie, tu n'es pas en train de dire aux gens fais ça, tu es en train de dire aux gens ça fonctionne comme ça, les marchés financiers, l'investissement, les finances personnelles. Et donc la bonne façon d'investir, c'est plutôt celle-ci, même si c'est adapté à chaque profil. Une bonne stratégie d'investissement pour toi, bah, c'est pas la même que pour Mireille, 54 ans. C'est pas la même que pour Jonathan, 21 ans. C'est pas la même que Dorian, maman, 37 ans. Tous ces profils-là, ils sont différents. Donc si jamais les gens arrivent le créateur arrive avec un dogme, investir, c'est comme ça. La bonne méthode, c'est ça. Le bon produit, c'est ça. Indépendamment de caractéristiques personnelles, bah, ça Fuyez. pue. Fuyez, pauvre fou. Exactement. Bon, très bien. Bon, si on doit retenir quelque chose, l'argent facile n'existe pas. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Que l'argent facile n'existe pas ? Ouais, dans l'investissement en tout cas, ou dans ce genre de choses. Investir intelligemment, c'est pas compliqué. C'est pas facile, mais c'est pas compliqué. Investir intelligemment, ça demande des fondamentaux dont j'ai parlé plus tôt, bien gérer tes finances perso, épargner, et derrière tu veux investir. La base, tu as les deux piliers du patrimoine, tu as le financier, tu as l'immobilier. Pour l'immobilier, si jamais tu veux te prendre un petit peu la tête, tu peux faire de l'immobilier en direct, acheter un appartement, trouver un locataire, peut-être faire des travaux, gérer les locataires. Et si tu veux pas te prendre la tête, tu as ce qu'on appelle les SCPI, qui sont des produits d'investissement pour générer des revenus locatifs de manière 100% passive. C'est une société de gestion qui va gérer tout un parc immobilier avec plein de biens différents, donc tu diversifies, et toi, tu as juste à recevoir tes loyers. Pour la partie marché financier, tu commences avec un PEA, peut-être une assurance vie, qui sont des enveloppes fiscalement intéressantes, sans rentrer dans le détail, et tu peux acheter des ETF, qui sont des paniers d'actions diversifiés, très peu chargés en frais, et qui te permettent d'investir en actions de manière très simple et très diversifiée. Tu fais ça, tu fais déjà mieux que 95% des investisseurs particuliers. Tu n'as pas fait Harvard, tu n'as pas analysé des comptes de résultats, des bilans d'entreprise, des courbes. Non, tu as juste choisi les bons produits, les bons contrats, et tu investis chaque mois dedans. Et là, tu as déjà assuré ton avenir financier. Bon, voilà, on a fait un podcast qui parlait de branding, de finance. Bah ouais, je pense que ça c'est... T'es trop passionné, mec. Tout le monde doit... Je suis convaincu de l'importance du sujet. Je suis convaincu de la mission de la démocratisation de l'éducation financière. Donc, bien sûr, c'est soutenu par tout le personal branding et ce que j'ai mis en place pour démocratiser ça. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, je pourrais avoir le même discours, mais si j'étais en costard dans une banque, ça serait pas du tout... j'aurais pas le même impact, en fait. Donc, le branding vient soutenir l'objectif d'impact d'une mission qui est, selon moi, fondamentale. Oui, et puis et puis j'ai envie de te dire, t'es obligé. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'en faisant ça, peut-être que les gens ne verront pas l'association, mais moi je la vois très bien, c'est qu'en fait, en tenant un discours comme ça, où t'es très pédagogue, etc., qui est l'inverse des banquiers, en fait, tu viens rassurer, et tu viens dire que c'est possible, et en fait, tu viens redorer, entre guillemets, ton travail, tu vois, l'image du secteur, quoi. Et l'image, voilà, de l'industrie qui est assez pas terrible, tu vois, pour le commun des mortels. Elle est ternie parce que les banquiers se sont gavés pendant des années, des décennies, et que maintenant les gens ont compris qu'ils se faisaient avoir. Et donc maintenant, on veut écouter des personnes qui sont pédagogues. Ok. Est-ce qu'on pourrait rêver un peu ? Et pour toi, là, dans 10 ans, t'es où, là ? Ce serait quoi ce qui se passe le mieux dans 10 ans, là, en partant de la 10 ans, base ? c'est tellement loin. Je pense que, déjà, j'aborderai pas cette question uniquement du prisme professionnel. Je pense qu'il y a plein de choses hyper importantes qui, j'espère, vont se passer dans ma vie dans les 10 prochaines années. Sur le plan perso, sur le plan relationnel. Peut-être que... Tu vois, là, j'ai adopté un chien il n'y a pas très longtemps. C'est déjà un big step.
Je sais que ça va être un truc, tu vois, dans 10 ans, j'espère qu'il sera encore là, qu'il sera en forme. Et peut-être qu'il y aura d'autres choses importantes, comme tu vois, mariage, enfant, ce genre de choses. C'est des choses auxquelles je pense. Donc, j'espère que j'aurai avancé sur ces plans-là. Et après, sur le plan professionnel, que le Grand Bain a continué à se développer, que c'est devenu le média de référence, ou que ça a continué à devenir à être le média de référence que j'essaie de construire. Que j'ai continué à impacter des centaines, des milliers, peut-être des dizaines de milliers de personnes. Je les ai encouragés à se lancer, à assurer leur avenir financier, à investir, à prendre en main, et que je continue à recevoir des messages. Franchement, ça, c'est peut-être la plus grande satisfaction dans mon métier, c'est quand je reçois des messages, que ce soit des gens de ma formation ou même des gens pas de ma formation, qui me disent merci beaucoup, Charlet, grâce à toi, j'ai pris en main mes finances, je suis beaucoup plus serein pour mon avenir financier, pour ma retraite. Je sais que je vais pouvoir payer les études de mes enfants. Je peux aider mes parents qui sont en difficulté financière. Quand tu reçois ce genre de message, mais il n'y a rien de plus satisfaisant et de plus gratifiant au monde. Donc j'espère juste que je continuerai à recevoir ces messages-là et j'en recevrai peut-être plus parce que j'aurai eu plus d'impact. Et que finalement, voilà, la mission de démocratiser l'éducation financière, elle sera sûrement pas finie dans 10 ans, mais elle aura bien avancé. Et est-ce qu'elle aura tout le temps la même forme ou tu voudrais faire évoluer? Je sais pas, est-ce que tu as un projet que tu arrives à voir? Peut-être tu te dis, je sais pas, bon là je suis peut-être encore un peu jeune dans l'industrie, mais je sais pas, sortir un bouquin, créer des events, des big events, je sais pas, des trucs qui iraient dans ce sens. En fait, peut-être la version ultime, c'est un peu le dernier stade d'évolution des Pokémon là, du Grand Bain. Aujourd'hui, c'est un média, mais là où ça pourrait atterrir, l'image que j'en ai, c'est encore un petit peu flou, mais ça serait finalement une école en fait. Parce que la base de toute ma démarche, elle vient d'un manque, d'une absence d'éducation financière. Et l'éducation financière, de manière générale, ça rentre dans le cadre de l'éducation. Et aujourd'hui, pour moi, le système éducatif, dans son ensemble, il est défaillant sur plein de plans. Je connais pas grand monde qui a fait des études et qui m'a dit mais les études, c'était super. Je suis très satisfait. Vraiment, j'ai rien à reprocher à mes études. Non, il y a des points positifs, il y a des points négatifs, mais globalement, quand tu regardes le système éducatif par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, il a très peu évolué. Ah, me parle pas des tableaux électroniques et que les gamins, ils ont des tablettes maintenant. D'accord, c'est pas ça le système éducatif, c'est qu'est-ce que tu enseignes aux gens. Et en fait, ce qu'on enseigne aux gens il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, c'est pas fondamentalement différent de ce qu'on enseigne aujourd'hui. Oui, tu as peut-être des cours d'IA en plus, tu as un peu d'informatique, tout ça, mais le fondamental de ce que devrait nous enseigner, de ce que devrait nous transmettre le système éducatif aujourd'hui, c'est non pas des compétences brutes, mais c'est la capacité à continuellement se former. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les connaissances et les compétences qui seront pertinentes dans 20 ans, 30 ans, personne n'est capable de te dire lesquelles ce sera. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, personne t'aurait parlé d'IA. Personne t'aurait parlé, même il y a 30 ans, 40 ans, personne t'aurait parlé d'Internet ou des réseaux sociaux. Toutes ces compétences-là, et parce que le monde ne fait qu'évoluer de manière de plus en plus rapidement, si l'école te dit il faut que tu aies ces compétences-là pour, on va dire, performer ou bien t'en sortir dans le monde de demain, elle a tort, parce que tout simplement, personne ne connaît ces compétences. Ce que devrait nous enseigner l'école, c'est la capacité à continuellement se former. Et combien de personnes aujourd'hui terminent leurs études, rentrent dans un job et ne vont plus jamais ouvrir un bouquin de leur vie, ou ne vont plus jamais chercher à se former sur d'autres sujets que leur activité professionnelle. La majorité. Donc, je me dis pourquoi pas, demain, le Grand Bain, ça pourrait être l'école, un peu de l'éducation financière, mais finalement, l'école de la vie. Ouais, l'école de la vie, quoi. En tout cas, apprendre à rester aux aguets et à rester à la page, à jour, par rapport aux nouveaux besoins qui arriveront demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et que personne ne connaît aujourd'hui. Et tu sais qu'avant, dans les manuels d'école, il y avait une partie éducation financière. Avant ? Ouais, je suis tombé sur un reel au hasard quand je scrollais comme un débile, où c'était un mec qui ressortait un bouquin, mais genre alors, je saurais pas te dire la date, mais il y avait un chapitre de comment s'éduquer financièrement, tu vois.
On a peut-être régressé à ce niveau-là. Et encore maintenant, je crois que c'est en 4e ou en 3e, tu as un chapitre, un cours sur l'épargne, un peu l'argent. Ils expliquent un petit peu, ouais. C'est stylé ça. Ils commencent à le réintégrer, ils commencent tout doucement à le réintégrer. Il y a eu, je sais, des tests sur quelques écoles. Ils veulent le passer à l'échelle nationale. Mais parce que, voilà, il y a justement cette prise de conscience que bien gérer ses finances, avoir un minimum d'éducation financière, c'est certes dans l'intérêt du particulier. Tu vas plus épargner, tu auras peut-être plus de pouvoir d'achat, tu seras plus serein pour ton avenir, mais c'est utile à l'échelle collective. L'argent va mieux circuler. Les gens sauront mieux dans quoi investir. Les gens vont moins se faire arnaquer. Donc l'éducation financière, c'est autant utile à l'échelle individuelle que collective. Donc forcément que le système éducatif qui est censé nous préparer à devenir des bons citoyens, eh ben, il veut qu'on s'en sorte bien à l'échelle individuelle autant que collective. Peut-être pas du coup. Là, en tout cas, ils sont en train de... C'est marrant parce que depuis qu'on a enlevé des manuels, PIB de la France, il se casse la gueule. Ouais, il y a peut-être des corrélations à identifier là. Tu te rends compte, à l'époque, on avait un PIB équivalent à celui de la Suisse, en termes de pourcentage. Ouais, et là, tu peux voir que les obligations de la France, donc qui sont censées un peu refléter la santé financière ou le risque d'un État, elles ont le même rendement que les obligations de la Grèce. D'accord ? Ça veut dire qu'à l'échelle européenne et internationale, on considère que la France, c'est le même niveau financier que la Grèce. D'accord ? On était, je crois que c'était la France était genre la 5e ou 6e économie mondiale il y a quelques années. Là, on a dégringolé, on est je sais plus combien, 15e, 20e, complètement dégringolé. Et donc ça, tu penses que c'est un manque d'éducation ? D'éducation, d'ouverture à l'innovation, de plein de choses. L'éducation financière n'est qu'un élément, qu'une brique hyper importante. Mais ça n'est qu'une brique. Ok. Non, parce que tu vois, c'est assez intéressant, parce qu'en vrai, s'éduquer financièrement, c'est aussi une marque, enfin, c'est une sorte de brand. Tu vois, moi, je vois de la brand partout, tu vois, le Père Noël, c'est du branding. De Coca. Mais pas que. Enfin, dans le sens où Noël, c'est une marque, tu vois, tu crois ou tu crois pas. La Saint-Valentin. Voilà, tout ça. Dès qu'il y a un événement, on travaille et on met en avant cette marque, on crée des éléments qu'on associe à cette dernière. Et il n'y a pas, effectivement, dans la culture française, d'implication et d'investissement dans la brand de l'économie, enfin de l'investissement. Dans la gestion des finances perso. Ouais. Parce que c'est relié à tout ce tabou autour de l'argent. Et qu'en fait, aujourd'hui, quand tu t'affiches comme, on va dire, gestionnaire d'argent ou bien quand tu parles d'argent, soit tu es catégorisé comme quelqu'un... je sais pas moi, mais peut-être qui se la pète, tu vois. T'as pas forcément beaucoup d'argent à parler d'argent, mais les gens font ce lien de s'il parle de l'argent, c'est qu'il en a. Et s'il en a, tradition judéo-chrétienne, ouais, c'est pas bien l'argent, tout ça. Donc c'est vu négativement. Alors qu'au fond, non, c'est juste une question de. Je me suis renseigné sur ce sujet, j'ai conscience que c'est important pour moi et pour les autres. Et en fait, au contraire, quand t'as quelqu'un autour de toi qui a l'air de bien gérer ses finances, qui a l'air de s'y connaître, il y a deux réactions. Il y a des gens qui vont se dire ah ouais, non mais je sais pas, ça a l'air shady, j'y comprends pas trop, je veux rester loin, l'argent c'est sale. Et t'as ceux qui comprennent ah mais en fait, ce mec-là, il est serein financièrement. Il peut partir en vacances tranquille. Il compte pas ses courses. Et c'est pas forcément... Il a moins de problèmes dans la vie, dis donc. Il a moins de problèmes dans la vie. En tout cas, l'argent, ça règle pas tous les problèmes, mais ça règle les problèmes d'argent. Est-ce que tous les problèmes ne sont pas des problèmes d'argent ? En tout cas, ça règle une bonne partie des problèmes. Ça, c'est sûr. Et est-ce que ce serait pas au service du grand calendrier, tu vois, de nous rendre un peu bêtes par rapport à l'investissement financier ? C'est sûr que le manque d'éducation financière, il a bénéficié à tout ce dont je parlais plus tôt, aux intermédiaires traditionnels. Les banquiers, les grandes institutions, eux, ils étaient très contents que tu captes rien. Parce que du coup, tu faisais quoi ? Tu t'en remettais à ton banquier, t'allais pas le challenger, et tu disais amen à tout ce qu'il te racontait. Donc évidemment que ce manque d'éducation financière, les intermédiaires traditionnels, ils en étaient très contents. Maintenant, ils sont obligés de s'adapter et on joue plus avec les mêmes règles du jeu, quoi. Maintenant, les gens, il y a cette prise de conscience progressive et c'est tant mieux. Ouais, tu vois, et ça a créé un cercle vicieux. De ce que j'ai remarqué, c'est que les banquiers qui sont du coup plus challengés, qui font juste ce qu'on leur dit, qui te conseillent
mais sans. Enfin, ils sont moins compétents qu'un mec qui a regardé 10 heures de vidéos sur YouTube Ouais. dans l'investissement. Ouais. Parce qu'il te conseille ce que la banque te dit, lui dit de conseiller, etc. Mhm. Ce qui fait que ces banquiers-là, qui sont pas trop ouverts, et ben, ils transmettent du savoir, ils deviennent profs, des fois, dans des écoles de commerce. Ils transmettent ce qu'on leur a appris, Des conneries. voilà, des conneries, qui fait que ça fait d'autres banquiers incapables et qui retransmettent leurs conneries petit à petit, ce qui fait qu'on arrive du coup à un écosystème qui est complètement névrosé, qui fait des banquiers qui se reproduisent incompétents, qui se reproduisent entre eux à une vitesse. C'est de l'inceste bancaire, quoi. Ouais, c'est un truc comme ça, tu vois. Bah, c'est un peu le même principe, le même problème. Je sais pas si t'as vu, il y avait une vidéo de Underscore, tu sais, de Micode, où il parlait de l'IA qui s'effondre sur elle-même. Parce qu'en fait, actuellement, t'as de plus en plus de contenus sur Internet qui sont générés par IA. Ah, Et sauf putain. que l'IA se nourrit de contenus Internet pour donner des résultats. Et sauf que du coup, maintenant, l'IA est plus nourrie par de l'IA que par des humains. Oh là là, Donc c'est le collapse, enfer. c'est l'effondrement du système. quel enfer. Voilà. Donc c'est un peu le même problème, comme tu dis, avec les banquiers qui forment d'autres banquiers, qui racontent de la merde, et que du coup, tout le monde raconte de la merde. Ouais, moi j'ai ça aussi dans l'industrie du design. C'est-à-dire Bah, c'est simple, les profs d'école, Mhm. c'est des freelances qui n'ont pas réussi. Ah ouais, ok. Par définition, si jamais t'es prof, c'est que t'as pas réussi. Du coup, si t'as pas réussi, c'est que t'es pas bon. Et si du coup, ce qu'ils enseignent, c'est de la merde. Ouais. Bah, ouais. partout, hein, je sais pas. Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais Mais ouais. c'est ce qu'on a pu voir, quoi. Ouais. Le niveau de nos écoles de design. Bah, malheureusement, ouais, et du coup, je sais pas. Enfin, en soi, avec ce podcast, bah, justement, t'as un peu pour objectif de démocratiser ou d'expliquer les bons principes du branding. Mais je pense qu'au même titre que l'éducation financière, c'est super dur, quoi. Genre, comment est-ce que tu te distingues peut-être d'autres. Est-ce que tu as d'ailleurs genre, tout un marché, genre, tu vois, nous, tu disais, il y a les scammers et puis tu as les bons créateurs de contenu. Est-ce que dans le branding, tu as la même chose? Tu as des gars Ouais. qui racontent des conneries Alors, t'as pas beaucoup de mecs. Déjà, les Français parlent pas. Ouais. Les designers. Nous, on a un gros problème. J'ai fait un post là-dessus sur LinkedIn, mais il a pas fait assez de vues. Je vais devoir en refaire un et passer un coup de gueule encore plus gros. Parce qu'il y a un gros problème, c'est que nous, les designers, Mhm. on est des designers. On est vus comme des designers. Ouais. Comme des mecs qui souvent tirent un peu trop sur le CBD, Mhm. qui sont un petit peu dans leur monde, qui font des trucs un peu trop abstraits et machin. Et t'as tous les mecs qui veulent faire du corporate, mais qui eux, en fait, sont un petit peu dans les choux, etc. Ce qui fait que t'as des agences qui sont remplies de mecs comme ça, Mhm. qui sont soit complètement abstraits et qui te font des trucs qui sont complètement hors sujet et pas héroïstes du tout, et des mecs qui sont totalement héroïstes mais qui sont incompétents en termes de design. Mhm. T'as ce problème-là, donc ça c'est, on va dire, ça te fait un mélange chelou Ouais, ouais. d'agences digitales incompétentes à souhait, qui sont soit éclatées, soit trop perchées. Et puis, ouais, donc c'est des artistes en fait, et c'est un peu des artistes, mais un peu chez Père. Et du coup, vous trouvez le juste milieu entre l'artiste et l'entrepreneur, quoi. Ça, c'est les nouveaux. Mhm. Donc, ça, c'est les nouveaux qui font de la merde. Parce que il y a de la merde à 2 étages. T'as les nouveaux qui font de la merde, qui sont dans le digital et qui arrivent à te vendre plus ou moins des trucs, mais qui marchent pas. Et c'est là que il y a plein de gens qui se retrouvent à payer des sites des dizaines de milliers d'euros et qui est pas responsive, quoi. Ouais, ok, ouais, ouais. Donc ça, c'est le premier problème. Donc c'est en gros les jeunes, Mais du coup, comment t'expliques que les gens acceptent de payer ces sommes-là parce qu'il n'y a pas d'autres demandes. Enfin, il te faut un site, tu vois. À un moment, tu vas lâcher. Ouais, 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 mais est-ce que. Enfin, je sais pas, c'est peut-être moi, mais par réflexe, tu vas tout de même un peu comparer, tu vois, ce que proposent différents acteurs. Bah, les artistes, tu les achètes pas parce qu'ils savent pas vendre. Ils Ouais. sont complètement chez Père, donc c'est des freelances qui finissent par devenir profs. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ils peuvent être bons, mais ils sont inconnus. Ils sont bons techniquement, ils savent maîtriser le logiciel, mais ils savent pas vendre, et puis Mm. ils font des trucs un peu abstraits qui Ouais. sont pas héroïstes, et du coup, bah, Ouais. toi, tu veux un truc qui vend. Ouais. C'est bien d'avoir un truc beau, mais bon, pas trop abstrait. Donc ils arrivent pas à trouver ils ont pas de marché en fait, ces gens-là, où il est trop fin pour tout le monde. Et t'as les autres qui sont vision héroïste, qui sont plus des commerçants, Ouais. commerciales. Qui sont bons en business, mais d'un point de vue Voilà. technique, ils sont pas. Ils vont te vendre des templates ou des trucs faits par des malgaches Ouais. éclatés. Alors je parle du marché français, hein, pas le reste. Ça, je maîtrise pas tout de ce côté-là. Bon, après, les Américains, ils font un peu la même chose, hein.
Et donc, oui, il faut bien, parce que tu vends, enfin, quand tu achètes un site, même si moi, je suis arrivé avec un beau portfolio, déjà, je peux te mytho sur mon portfolio, il n'y a pas grand-chose qui va prouver que c'est moi qui l'ai fait. Ouais. Où je te dis, t'inquiète, je peux le faire. Et Moi, tout, ça, je l'ai machin. déjà vu sur des monteurs vidéo, tu vois. Oui, Des gars qui te lâchent un portfolio où en fait ils t'ont monté, je sais pas moi, les vidéos de Yumi Denzel ou de je sais pas qui, enfin des gars qui ont des millions d'abonnés. Par contre, tu leur demandes de faire un motion design, ça bégaye quoi. ils ont monté que l'intro, ou ils ont fait que les sous-titres. Ouais, exactement. Ils ont mis les sous-titres CapCut. Mais donc t'as ces deux profils-là qui sont problématiques. Et tu as un autre profil qui sont les agences qui sont assises sur le marché, qui font que du print. Digital, elles captent rien. Les sites, elles te vendent des WordPress qui coûtent super cher parce que vu qu'elles ont une brand de ouf, parce qu'elles sont sur la plage, elles se permettent de facturer. Voilà, super cher pour un travail qui est éclaté. Alors print, il n'y a pas de problème. Mais en fait, le print, c'est un peu la fin. C'est quoi le print? Print, c'est l'impression. Oui, mais. Bah, en gros, ça va être des affiches, ça va être des. Ah, donc c'est vraiment juste du physique, quoi. En fait, quand tu fais du branding, quand tu fais un logo, ton logo, tu vas le designer plus pour des supports digitaux ouais. Ou des supports print. Okay, toi, on t'a fait des dégradés avec des cascades 3D et tout. Ça, tu vas pas faire ça en print. Ouais. Tu vois, t'as pas de besoin en print. Peut-être une carte de visite. Bah, j'ai fait des pins. Ouais. Mais en soi, c'est pas, t'as pas un gros besoin. Donc, on n'a pas fait une direction artistique qui est adaptée pour le print. Ouais. On l'a adaptée pour le digital, d'où les vidéos. Mais les agences, elles, celles qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, tu travailles peut-être avec des acteurs, genre il faut faire je sais pas, un kakémono ou ce genre de choses, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, en fait, c'est des agences de pub, des agences de com. Et c'est des événements, c'est des kakémonos, c'est des temps, des conneries, tu vois. C'est du print. Ok. Et donc, ils sont paumés avec le digital. Ils te font des sites WordPress template éclatés. Et en plus, ils sont beaucoup trop chers. Et du coup, ils arnaquent. Et moi, j'ai un client sur deux qui vient me voir parce qu'il est déçu d'une agence. Ouais, mais en fait, je pense que le branding, il y a deux choses. C'est à la fois la compétence technique de savoir faire site responsive et compagnie, mais l'essence de la marque et le côté business derrière, je pense que c'est ça la plus-value. Parce qu'en vrai, aujourd'hui, j'ai pas creusé beaucoup le sujet parce que je savais que ça me passionnait pas plus que ça et j'allais pas passer des heures à apprendre à faire un WordPress ou je sais pas quoi. Mais j'ai quand même le sentiment qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, compétence pure, il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec du no-code. Oui. Tu vois. Ouais. Et donc, je me dis, faire un site responsive ou je sais pas quoi, en vrai, je pense que tu passes quelques heures. Ok, ça sera pas aussi quali que ce que toi, t'as fait, mais tu peux t'en sortir, tu vois. Par contre, c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est sûr, ok, le ressenti, les émotions, la DA. Pour moi, elle est là, la valeur ajoutée du branding sur l'UX. Elle est là, la valeur ajoutée du branding. Elle n'est pas dans savoir faire un site WordPress responsive, tu vois. Non, c'est sûr. Mais je t'assure, il y en a qui ont du mal. Ouais, sûrement. Mais bon, du coup, c'est double peine, quoi. Bah ouais. Et donc, du coup, tu as un marché qui est complètement déséquilibré, où les gens perdent confiance au métier du design et du branding. Veulent plus bosser, savent pas s'ils doivent aller voir un freelance qui vont pas payer cher et qui vont le faire bosser un petit peu, trimer pour un truc. Et le freelance, c'est vraiment une chance sur deux, tu tombes sur une pépite, tu vois, soit sur un incapable. Ouais, mais bon, tu vois, si jamais c'est une chance sur deux, comme tu dis, et que ça coûte 10 fois moins cher que l'agence ou que je sais pas quoi, je préférerais passer par le freelance. Ça prendra 10 fois plus de temps. Exactement. Moi, j'avais pas le temps, c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec toi, parce que voilà, je voulais aller vite et bien, que je voulais pas. Mais j'aurais voulu trouver un truc, effectivement, peut-être 2 fois moins cher ou 10 fois moins cher ou je sais pas quoi. J'aurais pu mandater un freelance et faire des allers-retours et compagnie. Ouais, c'est ça. Là, t'as fait 3 allers-retours sur le site, c'était publié à l'heure. Etc. Donc là, t'as pas de besoin. Et puis nous, on met vraiment du cœur à l'ouvrage dans le sens où, en fait, c'est facile de vendre du logo et du site web parce qu'il y a une forte demande. Mais le problème, c'est que les gens, du coup, ils en vendent et ils font ça mal. Ouais. Ils vont pas dans les détails. Moi, j'ai clairement pas j'ai pas voulu travailler avec toi parce que tu sais faire un site ou parce que tu sais faire un logo. Ça, comme tu dis, j'aurais pu trouver n'importe qui. Moi, c'était le croisement entre la compétence technique, mais surtout l'esprit de marque. Tu vois, on avait fait les moodboards que tu m'avais proposés au début, l'esprit que ça donnait un petit peu, le style, la DA. C'était ça que je recherchais plus que faire un site. Oui, quelque chose qui a du sens. C'était appliquer toute cette partie strat à un opérationnel. Ouais, parce qu'on a beaucoup causé avant. On n'est pas passé directement sur
sur du visuel. Bah ouais, complètement. Et donc c'est là où il y a des choses comme ça. Mais bon, après tout n'est pas perdu, hein. Il y a des agences qui arrivent sur le marché, qui viennent remplacer, qui viennent prendre la place des agences un petit peu poussiéreuses qui vendent du print et de la publicité, etc. En France, on n'est pas trop mal en publicité, ça c'est cool. Mais encore une fois, la publicité, c'est appliquer une élaboration de marque, c'est de l'exploitation de marque. Et élaborer cette marque, là, on est vraiment dans les choux. Tu connais des marques françaises où tu te dis, waouh, là, il y a un truc sur le branding. Marque française, je sais pas, moi. Là comme ça tu me parles de marque française, je pense au slip français. Ouais, mais bon... mais ouais... Est-ce que tu te dis, waouh? Bah, je sais pas, d'ailleurs je crois que tu avais fait un post dessus, mais Mistral, tu vois, ils ont fait un rebranding récemment. J'ai pas d'avis particulier dessus parce que je suis pas un grand consommateur ou autre, mais je me dis il y a eu un travail en fait, c'est-à-dire que t'aimes ou t'aimes pas, mais ils essayent de travailler là-dessus, alors qu'avant j'ai l'impression que les marques françaises elles n'avaient juste rien à carrer, quoi. Ah oui, parce que c'est super sous-estimé, le branding, et surtout les gens ne savent pas ce que c'est. Déjà c'est un mot anglais. En vrai je pense que plus tu es sur du B2C, plus c'est important, parce qu'en fait les grandes marques entre elles, j'entends, hein, quand tu fais du B2B, je sais pas si tu as grand chose à carrer. Alors que tu vois, le B2C, tu vas peut-être avoir plus d'émotions, plus de ressenti, plus de. Je sais pas, je trouve que l'univers de marque bien sûr, c'est aussi important pour du low ticket, entre guillemets, que du luxe, hein, mais ça reste du B2C. Dans le B2B, j'ai l'impression que c'est moins important. Genre, tu connais les logos, je sais pas, d'industriels ou de cimentiers ou tu vois, des grosses boîtes comme ça qui sont énormes. Mais zéro travail sur le branding. Est-ce que c'est vraiment important pour ces grosses marques d'avoir un bon branding? Alors oui, déjà. Pour qui? Pourquoi? Bah en fait, dans toute l'industrie, parce qu'en fait le branding c'est ça qui va te servir à te différencier. Comme je te l'avais dit, le branding c'est qu'est-ce que les gens disent de toi, tu vois, pensent de toi quand t'es pas là, et à quoi ils t'associent. En fait le branding c'est aller chercher et devenir la solution. Je le répète tout le temps, devenir la solution dans l'esprit de tes prospects quand ils rencontrent le problème que tu résous. Tu vois, ça sert à ça le branding, c'est pas qu'un logo, attention. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on met en place comme action qui vont faire qu'on devient cette solution? Ouais, bien sûr, j'entends, mais du coup, il faut se positionner au niveau des décideurs. Quand tu es en B2C, bah forcément, le décideur, c'est qui? C'est toi. Et du coup, quand tu as un besoin, exemple, je veux investir, je sais pas comment investir. J'ai vu plein de vidéos de Charles Elias. Bon, bah, du coup, ça devient ma référence, je vais aller vers lui. Par contre, quand tu es, je sais pas moi, un énorme industriel, bah, en fait, les décideurs, ils vont se référer à quoi? Ils vont se référer, peut-être aux grands acteurs en fait de leur secteur. Et comment ils sont définis, ces gros acteurs? C'est par la taille de l'entreprise, c'est par leur nombre d'employés, leur chiffre d'affaires, leur production, c'est peut-être par des contrats historiques, c'est parce que les décideurs ils se connaissent entre eux, c'est du copinage. Et donc en fait t'as un petit peu moins, c'est mon ressenti encore une fois, hein, de loin, hein, de ces grosses entreprises, ces gros secteurs, t'as moins ce côté tiens, là on doit chercher un équipementier sur j'en sais rien moi, les cartes PU, les cartes mères pour un nouveau produit. Tu vas pas trop aller regarder je sais pas, les publicités ou le site internet. Tu vas peut-être plus demander aux gens autour de toi, à des recommandations. Je pense que plus tu es haut dans des grosses boîtes, des grosses industries, plus c'est la recommandation qui prime plutôt que l'image de marque qu'elle peut avoir auprès du grand public. Oui, je suis d'accord. Mais quand tu fais du B2B, de toute façon, tu fais pas de publicité au cinéma. Ouais, tout à fait. Par exemple, tu fais de la marque employeur sur LinkedIn. Ouais. Bah ouais. Tu payes des gros cachets dans des événements pour avoir ta place. Ouais. Tu vois, donc dans des salons, tu vas faire des interventions dans des conférences. Tu vois, et en fait c'est beaucoup de marques employeurs. Tu vas dans des soirées, business ou réseau avec 10 personnes. Ça c'est du travail de marque en fait. C'est vrai que notamment pour la partie attraction des talents. C'est un peu le terme galvaudé, mais pour le côté attraction des talents, c'est vrai, tu vois, dans les écoles, je sais pas, tu vois deux grosses boîtes, en fait, il y en a une qui a travaillé son branding et l'autre pas du tout. C'est vrai que tu vas peut-être être plus attiré par celle qui a travaillé son branding, quoi. C'est vrai que quand tu es dans les grosses boîtes B2C, il y a un enjeu de recrutement qui est énorme. Tu vois, en fait, c'est con, mais ton patron, il passe sur BFM TV, il passe
je sais pas moi, il a un podcast, il fait des posts sur LinkedIn. Bah, en fait, tout de suite, tu dis putain, ça a l'air cool cette boîte. Ouais, de ouf, de ouf. Alors que ça se trouve, elle fait la même chose que son concurrent. C'est clair. Bah, pour attirer les talents, le branding, peu importe la taille de ta boîte, c'est utile, hein. Moi, je vois bien, il y a des gens dans ma communauté, et maintenant, c'est des gens qui travaillent pour moi, parce que, tu vois, ils m'ont découvert, on a une bonne adéquation avec les valeurs. En fait, recruter, entre guillemets, dans sa communauté ou dans les gens qui te suivent pour ton image et ce que tu fais, c'est la meilleure façon de recruter, hein, ça c'est clair. C'est ça. Et donc, effectivement, les enjeux sont pas les mêmes, tu communiques pas sur les mêmes axes de data, mais tu as une grosse notion de brand en fait, parce que dans tous les cas, tu en as une brand. Que tu le veuilles ou non. Exactement. Donc maintenant, c'est à toi de savoir si tu veux la subir ou la maîtriser. C'est aussi simple que ça. Et ça passe par plein de choses. Moi, tu vois, je dis toujours à mes clients, ok, ton prospect, qu'est-ce qu'il regarde quand il est sur les chiottes? Ouais, c'est vrai. Est-ce que ton prospect, si c'est un gros chef d'entreprise, il y a des chances qu'il ouvre LinkedIn ou Facebook? Tu vois, Est-ce que c'est des petites meufs qui sont sur Instagram? Peut-être, ouais, tu sais pas. Et donc à voir. Et donc, comment est-ce que tu lui montres un message? Qu'est-ce que tu veux lui faire faire? Est-ce que tu veux qu'il achète? Pourquoi? Voilà, s'il ouvre pas son téléphone, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il lit ses mails? Ok, envoie-lui de l'emailing. Est-ce que il va au cinéma? Est-ce que il passe du temps dans la cafette? Est-ce qu'il fume? Tu vois, c'est des choses comme ça. Ok, il fume, il doit souvent être dans un bar tabac. Ok, peut-être foutre des affiches dans le bar tabac. Ça peut être pertinent. D'où les publicités du PMU plutôt que des publicités pour investir, quoi. D'où faire une étude de marché. Ouais, ChatGPT. Ouais, par exemple. Donc ouais, il y a des enjeux. Moi, maintenant, mon expertise, elle est pas là-dedans, parce que j'ai pas le niveau des gros. Ni l'expérience, etc. Mais ça arrivera. J'ai aucun doute là-dessus. Mais bien sûr, tu attaques juste d'une manière différente le marché. Et un truc assez drôle, tu vois, on bosse avec une start-up qui fait du mécénat. Ça s'appelle Soutenir, avec 2 O. Vous pouvez aller voir, c'est une super boîte. Et en fait, elle est en B2B2C. C'est-à-dire qu'en gros, enfin non, c'est même autre chose, parce qu'elle en gros, je sais pas comment on appelle ça, où t'es business to association. Ok, ouais, je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais ouais. Mais en gros, elle fait business to association, business to business et business to consumer. Et en gros, le concept est simple, c'est cashback, et tu peux investir dans ton cashback. Ok. Dans des assos. Qui sont dans des assos en plus, ok. Dans l'app, ouais, c'est ça. Donc t'as un truc un peu mécénat, effectivement. Donc c'est du mécénat. Ouais. Et donc, il doit convaincre les entreprises de venir dans le projet pour que les consumers, les clients viennent dans cette entreprise-là pour avoir un cashback, c'est-à-dire que les entreprises perdent de l'argent, entre guillemets. Ouais. Mais vu que cet argent-là, elle est réinvestie dans l'entreprise, dans l'association, pardon. Okay. Et du coup, c'est l'argent de l'entreprise qui est investi par les consommateurs dans l'association. Et donc du coup, il doit signer des associations pour qu'ils rentrent. Bon, les assos, c'est facile, hein, pas compliqué. On veut leur donner de l'argent, donc venez. Ils sont contents. Voilà. Et du coup, il faut aller draguer les consommateurs pour qu'ils machin. Et donc, ce qui est bien, c'est que du coup, tu crées une nouvelle dynamique de marché de, ok, si vous, en tant qu'entreprise, vous venez dans notre application, les clients vont venir plus facilement chez vous puisqu'ils veulent du cashback. Ouais, clairement. Tu vois. Donc, il y a un enjeu de se faire référencer, quoi. Aussi. Mais donc, du coup, comment est-ce que je fais pour attirer ces clients? Et maintenant, tu as tous les arguments de vente que tu donnes à ton client. Mais le vrai enjeu, c'est d'avoir des clients, des particuliers. Parce que ces gens-là, s'il y a des particuliers, il y aura des associations. Et s'il y a des associations et des particuliers, il y aura des entreprises. Et s'il y a plus d'entreprises, il y a plus de clients. Parce qu'ils peuvent donc c'est un cercle vertueux, quoi. Et voilà. Mais la brand, c'est le B2C. Ouais, c'est le plus important. Parce que le B2B, eux, ils vont regarder comment fonctionne le B2C. Ouais, complètement. Mais il faut quand même avoir une vision de... on met quand même bien en avant le B2B pour bien dire, regardez, on est sérieux. Voilà, on travaille très bien en B2C, mais on est capable de bien communiquer avec vous. Ouais, donc le branding là-dessus est pas évident, quoi. Il est pas évident aussi, en fait, c'est super simple. C'est quand tu as une marque employeur, tu communiques avec les entreprises, et l'entreprise, elle, la start-up, communique juste avec les consommateurs. Ouais, je comprends. Donc Antoine Couder, qui est le CEO, lui, sur LinkedIn, il parle aux entreprises. Et les posts de Soutenir, la boîte, parle aux consommateurs. Aux consommateurs, exactement. Consommateurs. Voilà. C'est la fin de cet épisode, mon ami.
J'ai des petites questions pour la fin de l'épisode. Je suis tout oui. Est-ce que tu as une petite anecdote croustillante à nous partager dans tes péripéties entrepreneuriales que tu as rencontrées? Une anecdote sur les péripéties. Là, comme ça, c'est vrai que ça me vient pas à l'esprit, mais après, je retracerai tout le parcours step by step. Sûrement qu'il y en aurait. Un petit client qui t'a fait un petit coup, un partenaire Non, franchement, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Je pense que tout c'est plutôt déroulé de manière assez stable, assez clean. Pff, non, franchement, là, il n'y a rien de particulier qui me vient à l'esprit. Après, j'ai eu plein de trucs super positifs. Tu vois, quand j'ai été appelé par la présentatrice de BFM, tu vois, c'était vraiment out of nowhere. Je m'attendais pas du tout à ça. Et en fait, elle m'appelle pour me dire qu'elle me suivait depuis un moment sur LinkedIn et qu'elle voulait que je vienne dans l'émission, tu vois. Ça a été quand même une reconnaissance, tu vois, des médias traditionnels. J'étais plus. Et puis quand j'ai commencé aussi à recruter des gens, pas en salarié, mais en tant que. Enfin, avec des freelances qui sont vraiment dans mon équipe avec qui je travaille au quotidien. Pareil, ça, c'était un big step où j'étais plus le petit entrepreneur dans ma chambre à faire des vidéos et à écrire des posts LinkedIn en caleçon. J'étais, tu vois, un petit chef d'entreprise, quoi. Un petit chef d'entreprise. Et donc, voilà, il y a eu ces différentes steps là, ça a vraiment fait ressentir que j'étais plus un petit entrepreneur, mais. Enfin, j'étais plus un petit mec dans ma chambre, mais qu'il y avait un vrai média, il y avait une vraie entreprise derrière. Mais tu m'étonnes que ça doit être. J'aimerais bien aller sur BFM TV. C'est impressionnant ou pas? Franchement, ouais, c'est impressionnant parce que déjà, c'était en direct. Ouais. T'as aucun brief avant. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je suis arrivé, en fait, l'émission avait déjà commencé. Et du coup, toi, t'attends, entre guillemets, ton tour parce qu'il y a différents invités qui viennent. Et genre, littéralement, t'attends en dehors de la salle. T'as une lumière rouge qui s'allume, genre tu peux rentrer. T'as un parcours fléché au sol avec des autocollants pour te montrer où tu dois passer pour passer dans les caméras, etc. Et en fait, t'arrives et tu t'assois et tu commences. La présentatrice parle un petit peu. Et en fait, toi, quand tu du coup commences un peu à parler de ton sujet, j'étais pas du tout prévenu de ça, mais en fait, elle est en train de préparer la suite de l'émission, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle est pas du tout en train de te regarder. Ah oui. Elle est en train de prendre des notes par rapport à ce que tu dis, mais elle est aussi en train de préparer la suite parce qu'elle doit faire 1000 choses en même temps. Et donc, en fait, elle te regarde pas. Elle est en train de parler dans le micro à son équipe derrière. Et toi, tu dois faire comme si de rien n'était et tu dois lui parler, tu vois. Et ça, j'étais pas prévenu. Donc, en vrai, c'était un petit peu perturbant quand t'arrives. Et puis, bah, c'est du direct, quoi. Donc, vraiment, c'est speed à fond. Et ouais, c'est un peu impressionnant. Et le fait de pas être briefé du tout avant, bah, c'est un peu genre, tu te jettes dans le grand bain. Mais ça reste une expérience positive, surtout derrière, tu vois, dans les retours, les retombées. Genre, en vrai, le truc de BFM, moi, mon père, typiquement, il regarde BFM de base. Et avec ma copine, on avait organisé une surprise. En mode, elle les avait invités chez nous avec une fausse excuse pour mes parents, pour qu'ils viennent chez nous, le jour où je passais sur BFM. Et du coup, moi, j'étais pas là, mais ils savaient pas, tu vois. Et du coup, out of nowhere, elle allume la télé. Et là, je suis à la télé, tu vois, sur le plateau de BFM, en train d'entrer. Et du coup, mes parents étaient choqués. Ça avait fait un grand. Tu vois, mon père était hyper ému et tout. Donc, ouais, ça avait été un grand moment, ça. Stylé de fou. Stylé de fou. Et, mais je pense que c'est pas plus mal qu'ils te briefent pas. Bah, franchement, tu vois, moi, j'étais pas trop déstabilisé parce que, tu vois, je fais des podcasts comme ici où c'est un cadre un peu professionnel, etc. Mais il y a des personnes, je pense, qui sont peut-être un peu plus introverties, plus réservées, plus timides, qui n'ont pas l'habitude des caméras, des lumières, etc. En vrai, c'est un peu se jeter dans la gueule du loup, quoi. Ça peut faire un peu peur. Il y a des personnes, je pense, qui pourraient être déstabilisées par le côté improvisation. Après, elle te donne pas des questions pièges. Non, pas du tout. C'est pas des questions pièges, mais genre c'est un truc quand même. Genre t'es en live, tu sais, il y a pas de attends là j'ai bugué, on peut recommencer. Non, tu peux pas faire ça, tu vois. Ouais. Donc t'as quand même cette pression. T'as quand même cette pression du direct en plus, des caméras, des micros, des gens, etc. Donc c'est quand même quelque chose. Ok, stylé de fou. J'aimerais bien aussi aller sur BFM. Bah ouais, franchement, je crois que même à la télé. Non mais je crois que tu peux y aller. Ouais, faut payer. Ouais, je crois que tu peux y aller en mode tu payes, tu vois. Ouais. Mais sinon après, bah en fait selon ton. Après,
Tu vois, moi, ça faisait sens parce que genre j'apportais une expertise. Ah, ben, après, toi aussi, en soi, tu pourrais apporter une expertise, mais est-ce que c'est, tu vois, trop très en lien Moi, je suis trop loin encore. Bah, c'est un peu loin, tu vois. Je sais pas si les mecs de BFM ils connaissent le marketing digital. C'est ça, tu vois. Moi, parler investissement, moi, c'était dans l'émission Tout pour investir. Ouais. Donc, ça Oui, fait sens de fou. Ouais, non, bien sûr. Mais ouais, c'est stylé. Mais même genre BFM ou pas, mais je pense que ça me ferait gaulerie d'aller à la télé. Ouais, ouais, bah. Franchement, moi, j'aime bien. Tu vois, je sais pas si t'as vu l'émission sur M6. Je sais pas si tu regardes trop la télé. Moi, je regarde pas trop la télé. J'aime pas la télé. Mais sur M6, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Capital Épargne. Ok. En gros, t'avais l'émission Capital, tu vois, connue. Et Capital Épargne, bah, c'est justement de l'éducation financière. Genre, c'est des micros émissions de, je sais pas, 2 minutes, 3 minutes. Avec, je crois que c'est Julien Courbet. C'est le mec avec des lunettes là, qui fait Capital et tout. Enfin bref, un mec assez connu et apprécié et tout. Dans les émissions économie justement. Mhm. Et ils expliquent comment épargner, comment investir. Ils parlent des ETF, ils parlent du PEA. Alors tu vois, un peu les fondamentaux. Franchement, je me dis, pourquoi pas? Tu vois, pourquoi pas? Moi, ça me choquerait pas. Enfin, je dis pas, là, dans quelques années, tu me disais dans 10 ans, là, bah tu vois, Julien Courbet, merci, au revoir. Et puis, bah, pourquoi pas? Franchement, Monsieur Farah. moi, je pourrais m'y voir, tu vois, je pourrais m'y voir à la télé, why not? Magnifique. Ok. Est-ce que tu as une petite reco pour un invité sur cette magnifique émission qui est Just Brand? Sur la partie branding, bah, tu me disais que tu avais reçu Julien. Ouais. Ça pourrait être intéressant. Bah, tu vois, celui qui a fait découvrir LinkedIn à Julien, Julien il m'a fait découvrir LinkedIn, mais celui qui a fait découvrir LinkedIn à Julien, Kevin. Thibault Louis, Thibault Louis. Putain, c'est pas Kevin, c'est l'autre. c'est les deux Donc, stars de LinkedIn. Ouais, pas peut-être. Diffress, c'est Pourquoi pas, tu vois, Thibault, je sais pas si tu l'avais reçu Thibault ou Louis. pas. Mais... Non, je l'ai jamais reçu. J'aimerais bien le recevoir, Thibault Louis. Ouais, franchement, lui, bah, niveau branding, c'est lui qui m'a fait découvrir le principe du média, le combo média-business. Ouais. Tu vois, avant, moi, je pensais que quand tu avais un média, tu étais influenceur. Et quand tu avais un business, bah, tu étais juste entrepreneur. En fait, tu peux faire les deux. Et ça marche très bien. Et en vrai, c'est lui qui m'a fait découvrir ça, tu vois. Donc, ouais, ça pourrait faire sens avec Thibaut. Et sinon, bah, y a Alexis Léger. Je sais pas si tu l'as vu. Lui, il est freelance. Il a un média aussi sur le freelancing et sur les nouvelles méthodes de travail. Ok. Tu vois, sur télétravail, nomadisme digital, tout ça. Et du coup, lui, le branding, il l'a beaucoup travaillé. Donc, il s'appelle Alexis Léger. Et je pense que tu pourrais le recevoir. Et je l'ai reçu enfin, il m'a reçu dans son podcast aussi. Ok. Donc, je pense que ça pourrait être une émission intéressante. Ok, vas-y, je suis chaud. Je prends note, messieurs. Vous avez été nommés. Thibault Louis, Alexis Léger. Vous êtes obligés de venir. Thibault Louis, je pense qu'Alexis sera très content de venir. Ouais. Parce qu'en plus, je pense qu'il est pas trop loin. Et Thibault, de mémoire, il est au Portugal, je crois. Donc, un peu moins pratique. Un peu compliqué, là. Mais pourquoi pas? Je sais qu'il vient de temps en temps Ouais, sur il vient quand même un peu à Paris, je crois. tout à fait. Mais ok, trop bien. Écoute, merci d'être venu, mon ami. J'espère que tu as été content et que tu as passé un bon moment. Ben, toujours, merci pour l'invitation Arthur, c'était cool de te rencontrer en vrai et puis en plus dans un petit cadre sympa, puis pour parler de sujets intéressants, donc c'était un moment très sympa. Très bien. Merci à vous aussi qui êtes restés jusqu'à la fin de cet épisode qui a duré un petit peu de temps. Si vous êtes encore là, c'est le moment de mettre les 5 étoiles sur le podcast, d'aller s'abonner, de mettre un commentaire et de liker si vous êtes sur YouTube. On met aussi tes liens pour les réseaux en description. LinkedIn, YouTube. Newsletter. De toute façon, je les ai déjà tous, les liens. Bah ouais, pas besoin que je te les envoie. Pour aller voir, vous pouvez aller voir son site, on a fait un super travail. charliasfara.com, c'est pas compliqué. Exactement. Sache que j'ai beaucoup aussi pris de plaisir à bosser sur ton projet et on continue. De toute façon, ce soir, c'est pas terminé. On va s'occuper des miniatures YouTube. J'attends les rendus là. Au boulot. Et puis voilà. Merci à tous. Si vous avez envie, par tout hasard, d'écouter l'épisode avec Julien Song, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et ben on l'affiche juste en fin de vidéo. Vous pouvez cliquer. On a parlé un petit peu de l'échec, le jeu. Des échecs du coup. Bah, il parle d'échecs aussi, du coup, Julien, son mauvais jeu de mots, etc. Super épisode intéressant de comment il a développé cette marque. Aussi, comment il était un des premiers influenceurs LinkedIn, Julien Song. C'est vrai. Ça, c'est un truc de ouf, parce que tout le monde le connaît pour les échecs, mais de base, il vient de LinkedIn. Ouais, complètement. Maintenant, il est surtout connu sur YouTube. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est le moment de cliquer. Merci à tous. C'était Charles Elias et Arthur Alton pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien.